un quart des grossesses aujourd'hui en France finissent dans une seringue à se faire siphonner le fœtus. Est-ce qu'il n'y aurait pas un lien logique selon toi avec Satan, les satanistes et Lucifer dans toute cette histoire ? Les gens sont devenus vraiment allergiques aux limites, allergiques à l'autorité et donc font tout pour essayer de la supprimer. Les protestants, en voulant combattre l'église, ont placé au sein des pays catholiques les ennemis de la chrétienté tout entière. On peut pas envoyer le beurre dans son pays, avoir le beurre et l'argent du beurre, tu vois. Il n'y a d'ailleurs pas une culture française. Et que tous ces salauds de gauchistes ferment leur gueule et arrêtent de mentir. Bienvenue dans la chaîne d'histoire la moins démocratique, la moins maçonnique, la moins révolutionnaire et la moins communiste de France. Aujourd'hui, on fait une interview avec Barge Léon, donc c'est vraiment exceptionnel de pouvoir le recevoir. Je suis très content. Salut mec, est-ce que tu peux te présenter rapidement avant qu'on entre dans le vif du sujet? Le vif du sujet étant, pourquoi l'Occident se détruit de lui-même de nos jours? Salut Barge Léon, je te laisse te présenter. Salut mec, déjà merci de me recevoir. Bon là je pense que t'as été un peu dans la bulle là, exceptionnel, c'est pas exceptionnel, hein. Je suis un humain comme les autres et y a pas de souci avec ça. Bah écoute, moi c'est Léon, je fais du podcast et du contenu autour de différentes questions, que ce soit des questions de société, de politique, de civilisation. Moi ce qui m'intéresse vraiment c'est pas juste de commenter l'actualité de plus, celle qui arrive juste avant la suivante, mais c'est vraiment d'essayer d'amener les gens à essayer de comprendre ce qui est en train de se casser chez nous justement, d'essayer de comprendre comment ce qui se passe à l'échelle nationale, mondiale, etc. Et essayer aussi de redonner un petit peu des repères à ceux qui sentent bien qu'il y a quelque chose qui cloche sans forcément toujours réussir à le formuler parce qu'ils n'ont pas forcément le temps de se poser et de penser ou qu'ils n'ont pas forcément la matière à comprendre les choses en profondeur. Donc voilà, j'essaie de parler de sujets parfois lourds ou profonds, mais en tout cas j'essaie de le faire toujours de manière simple et digeste et surtout concrète, que les gens puissent avoir vraiment un parallèle avec ce qui se passe dans leur quotidien, dans leur vie de tous les jours. Et surtout, bah voilà, moi personnellement, ma ligne de fond derrière tout ça, c'est vraiment le conservatisme, la philosophie conservatrice. Voilà, pas comme une posture, comme on pourrait l'entendre aujourd'hui, un petit peu qui peut sentir la poussière, le cuir, un petit peu le vieux ronchon, le vieux réac, mais vraiment comme une pensée, si tu veux, politique de transmission, de limites, d'ordre, de famille, de continuité, tout ce que cela englobe. En gros, si je dois résumer, j'essaye vraiment de faire comprendre que conserver, c'est pas juste de refuser de vivre avec son temps, mais au contraire c'est refuser de détruire ce qui a fait notre temps. Voilà, si je dois mettre un petit peu de nuance. Donc en tout cas je suis ravi d'être là avec toi parce que je t'ai découvert avec ta masterclass sur le libéralisme et le catholicisme, et donc depuis on discute pas mal sur Instagram, et donc je suis très très content de pouvoir faire cette vidéo avec toi. Ben merci, ça fait très plaisir, et c'est pour ça que j'ai insisté sur le côté exceptionnel, parce que je t'ai aussi découvert récemment, et tes vidéos c'est quelque chose qui change et qui fait finalement voir le monde par le prisme intellectuel sans trop se prendre la tête non plus. On revient vraiment à la racine du problème, on essaye de comprendre que ce soit la masterclass sur la franc-maçonnerie ou alors le passage de athée à catholique. Je me suis tellement reconnu dans cette vidéo, c'est pour ça que c'est assez exceptionnel qu'aujourd'hui on puisse parler ensemble du retournement des valeurs, et on va commencer là-dessus. On va avoir un premier bloc qui va être pourquoi les valeurs se sont retournées finalement. On va parler du matérialisme et de ses limites. Pour finir, on parlera de la crise politique, ou alors est-ce que c'est une crise plus profonde que ça? Et à la fin de cette interview, on verra concrètement comment on peut résister. Donc je trouve ça incroyable de t'avoir aujourd'hui, et je vais commencer tout de suite avec une question pour te mettre dans le bain. On vit dans un monde aujourd'hui où tout semble inversé. Est-ce que tu pourrais nous expliquer sur quel niveau, selon toi? Bon, alors déjà, j'ai pas la prétention d'avoir la vérité absolue. En tout cas, j'ai la fierté de me forcer à chercher et à essayer de comprendre. Oui, ben clairement, je pense que ça, c'est un constat que tout le monde fait, pas forcément de manière concrète, mais en tout cas, tout le monde le ressent en soi. Il y a vraiment un retournement des valeurs en fait à l'échelle de la civilisation, et c'est vraiment c'est très particulier à l'Occident, hein, si on veut prendre la chose vraiment au sens large. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que nous, c'est pas qu'en France que ça part en sucette. On peut le voir en Angleterre, même aux États-Unis, etc.
Et moi vraiment, moi mon parti pris, ma vision des choses, c'est vraiment le retournement des valeurs. Ce n'est pas un accident quoi. C'est vraiment pour moi c'est la continuité logique, si tu veux, d'une civilisation qui est l'Occident, qui a vraiment décidé de se couper de tout héritage supérieur, que ce soit au niveau spirituel, religieux, etc. Et donc pour moi, il y a vraiment un problème à ce niveau-là. Puisqu'en fait on a vraiment on le voit bien aujourd'hui, il y a un manque de substance, c'est-à-dire qu'on conserve tout le vocabulaire du bien, mais tout est inversé, le contenu n'est plus du tout adapté par rapport à ce qu'on dit, hein. Quand on peut parler de l'humilité, en fait, on cherche avant on était humble, on était modeste. Aujourd'hui on voit que les gens, c'est carrément une haine de soi, il faut surtout pas se mettre en avant, etc. La tolérance, en fait, avant c'était accepter un petit peu ce qui nous fait du mal. Aujourd'hui c'est une obligation d'adhérer à des trucs auxquels on n'a pas forcément envie d'adhérer. Et je pense que ça c'est un constat que tout le monde a quoi. Et tu sais que c'est un peu marrant parce que j'ai noté l'humilité, mais j'ai fait quand même le petit effort avant de venir de me rappeler qu'est-ce qui avait été inversé. Et je me suis dit, c'est fou, on peut les reprendre une par une. Donc je sais que tu as fait le travail aussi de ton côté. Et j'ai pris quelques notes. Et si tu veux, on peut parler de chaque valeur indépendamment parce que c'est quand même assez intéressant comme constat. Et c'est quelque chose que j'ai remarqué en grandissant. Mais quand j'étais petit, je comprenais pas que quand on nous dit bien et mal, en fait, le bien d'aujourd'hui, c'est le mal d'avant, finalement. Et vas-y, on va parler des valeurs, je vais te les sortir. Donc j'ai noté la charité, l'égalité de dignité, l'humilité, la vérité, la famille et l'amour du prochain. Et pour toutes ces valeurs, on peut trouver un renversement. Et donc par exemple, pour la charité, maintenant, on a la redistribution forcée. Et je sais pas si tu avais pensé à ça de ton côté, mais la charité, ce que je trouve incroyable, c'est le fait que ce soit un don. C'est que c'est toi personnellement qui va aider quelqu'un. Et quand tu transformes ça en redistribution, tu te retrouves dans la situation où t'es forcé de le faire. Donc tu fais un vol finalement. C'est un vol à quelqu'un pour le donner de force. Bien sûr, bah ça c'est un point que tu avais très bien abordé dans ta vidéo sur le libéralisme et le catholicisme. Mais moi je vais même, en fait, moi je vais pas plus loin, mais je fais un pas de côté, tu vois, et je l'analyse aussi différemment. C'est pour moi la conséquence en fait surtout d'un espèce d'égalitarisme abstrait, c'est-à-dire qu'en fait tout le monde est égaux aujourd'hui. Tu sais, ça vient des droits de l'homme et compagnie. On pourra peut-être y revenir plus tard, mais aujourd'hui, tout le monde est égaux, mais en fait, quand on prend la chose concrètement, ça veut dire quoi? Est-ce que je suis égal à mon voisin? Je pense pas, tu vois. Mon voisin, il a le dos courbé, il sent pas très bon, il est moche. Moi, je me considère pas comme son égal, tu vois, sans vouloir me la péter. Non, mais je rigole. Mais ce que je veux dire, c'est que la charité, en fait, elle ne peut exister que si on accepte le fait qu'il y ait des inégalités. Parce que la charité, c'est quoi? C'est le supérieur qui aide l'inférieur. C'est le mec qui est en état d'aisance qui va aider le type qui est en état de difficulté. Et en fait, si on part du principe que tout le monde est égal et tout le monde, il y a une égalité parfaite qui est complètement abstrait, mais il peut plus exister de charité parce que tout le monde est égaux. Donc en fait, après, ce manque de charité va être délégué à l'État, et c'est ce qu'on voit par exemple chez les gauchos, qui ont envie en fait d'avoir ce truc de charité, parce que pour moi c'est intrinsèque à l'humain, à moins d'être un gros psychopathe et d'avoir aucune empathie, aucune émotion. Tout le monde a des besoins et des tendances et des envies à la charité. Mais comme on part du principe que tout le monde est égaux, et que en fait on remet un petit peu on donne cette option de charité à l'État, et en fait ça, on voit qu'après derrière l'État, comment il fait? Il fait de la redistribution aveugle, et comme tu dis, en fait ça se transforme en vol complet. C'est mal distribué, c'est mal fait, comme à chaque fois ce qui se passe quand on file une mission aussi importante à l'État, quoi. En fait, c'est que de base, les humains, dans la théologie chrétienne, dans les valeurs morales classiques, ils sont égaux en dignité. Donc ils sont égaux les uns par rapport aux autres dans leurs valeurs intrinsèques, juste parce qu'ils sont humains. Alors que après, quand on commence à changer les valeurs, à les retourner, donc on va changer la charité, l'égalité, l'humilité, on va toutes les changer. Et par exemple pour l'égalité, ça fait on doit être égaux de fait. Et donc on se retrouve sur Rousseau, Marx, le communisme, le fait que lui il est plus grand que moi donc je vais lui couper les jambes, c'est un peu con. Et à partir de là, la charité elle fait plus aucun sens. Et donc je te rejoins totalement sur le truc, tout vient de cette idée d'égalité, de dignité, ou alors d'égalité réelle. Et c'est le vrai combat entre la droite et la gauche finalement. C'est nous on accepte le fait qu'on soit différent, qu'on ait des talents. Après droite et gauche, bon faudrait redéfinir, mais tu vois, c'est que dans la logique classique, on accepte que les gens sont différents, qu'ils aient des talents différents, mais que en termes de valeur, ils sont égaux. Et ils sont pas égaux dans l'effet de résultat, tu vois.
Bah oui, non, mais tout à fait. C'est là où moi je trouve qu'il y a la grosse contradiction de la gauche. Déjà, pour revenir sur le fait de gauche-droite, bon, comme tu as dit, ça se redéfinit, mais on va pas rentrer là-dedans, sinon ça va se disperser. Oui, il y a pas Mais besoin. pour moi, la charité ne peut venir que de la droite, puisque la droite, justement, accepte le fait qu'il y ait des inégalités. Et c'est là, moi, où la grande contradiction et la dissonance de la gauche, c'est que tout leur combat, c'est de redonner, soi-disant, la dignité aux hommes, aux humains, qu'il faut en finir avec cette société de performance, etc. Mais en fait, quand on regarde leur philosophie, ils rattachent constamment la dignité à la performance. C'est-à-dire qu'on est digne de parce qu'on est, mais ça c'est un peu le fait, on y reviendra peut-être plus tard, mais sur le matérialisme, etc. C'est le fait qu'aujourd'hui, un homme n'a de valeur, un homme avec un grand H, hein, un homme n'a de valeur que par ce qu'il produit, ce qu'il fait, et non plus par ce qu'il est. Parce qu'on a quitté cette notion qui était apportée par le christianisme, de, comme tu l'as très bien dit, la dignité, en fait, on est tous égaux en dignité, mais au niveau de l'âme, pas forcément au niveau du physique, qui, pour le coup, le corps se rattache à la nature, à la terre, et il y a plein de nuances de corps, quoi. D'ailleurs, c'est une phrase très célèbre de la Bible avec laquelle j'avais un peu de mal au début. C'est l'idée que l'homme est fait à l'image de Dieu. Et en fait, il y a Rémi Brague, un auteur qui est toujours vivant aujourd'hui et qui fait des masterclass sur le christianisme, qui en parle et qui dit que finalement, c'est ça le fondement de la dignité humaine, traditionnellement. Parce que si on essaye de fonder la dignité humaine quelque part d'autre, c'est-à-dire, comme tu disais, l'utilité, la conscience, etc., plein d'autres aspects, finalement, on pourrait toujours avoir des contre-exemples. On pourrait se dire, un chimpanzé adulte, c'est plus utile qu'un bébé, par exemple, etc., etc. Et la seule phrase qui reste à la fin, c'est cette idée de la dignité humaine fondée sur l'homme à l'image de Dieu. Et je sais pas ce que t'en penses, mais moi, au début, ça me faisait tiquer, et après, je me suis dit, mais c'est trop pertinent. J'arrivais pas à trouver un contre-exemple. Ouais, c'est tout à fait pertinent, et c'est vrai que en fait c'est aussi, ça fait partie des problèmes. Je pense aujourd'hui la plupart des gens qui ont vraiment cette idéologie moderniste entre guillemets, qui ont du mal encore, même à droite, tu vois, il y a encore beaucoup de gens qui ont du mal avec le christianisme, avec la religion, parce qu'ils ont pas la foi, mais on leur demande pas forcément d'avoir la foi, on leur demande de défendre ce que représente et ce qu'est l'Église catholique, la seule source de tradition aujourd'hui capable en Occident. Ça, c'est vraiment une pensée moderniste où les gens, comme n'ont plus la foi et ne reconnaissent plus la tradition de l'Église catholique, ne voient le monde que par la matière, que par l'utilité, que par la performance, que par les choses qui sont concrètes, touchées. Ça aussi, on peut y revenir, mais ça a été une des grandes conséquences de l'explosion de la science. Aujourd'hui, les gens ne réfléchissent plus, ne pensent plus. Ils regardent une étude, ils prennent la conclusion et ils l'appliquent sans essayer de la mettre en dimension, sans essayer de la mettre en rapport avec d'autres études, d'autres sciences, etc. Et donc, en fait, quand on pense que par la matière, on peut pas se développer intellectuellement, parce que la matière, en fait, elle est limitée. Soit elle se divise, soit elle s'assemble, mais à un moment donné, elle est quand même très limitée. Donc, on peut pas penser quelque chose d'abstrait comme la conscience, la dignité, etc. en n'ayant que le prisme matérialiste. C'est pas possible. On se retrouve toujours en fait avec le relativisme total au final. Alors qu'avant on défendait la vérité. Et ça par exemple c'est un autre changement de valeur qu'on peut regarder, tu vois. C'est marrant, mais ce relativisme il fait que on veut plus se rattacher à ce qui a créé notre héritage, nos nations, ce que nos ancêtres nous ont transmis. On veut plus parce qu'on relativise. Sauf que le paradoxe avec ça, c'est qu'on est très dur avec nous-mêmes, mais très peu dur avec les autres finalement quand on relativise. Et c'est dommage parce qu'il y avait tellement d'enseignements stylés et qui marchent bien et qui créent la prospérité sur des centaines d'années dans notre héritage, que ce relativisme qui vient du matérialisme et de tout ce qu'il y a derrière finalement, il nous tue à petit feu finalement en Occident. Bah oui, après moi je pense aussi que le relativisme il est issu vraiment de cette coupure avec la spiritualité en Occident, parce que en fait on refuse d'avoir une vérité qui nous est donnée, une vérité absolue. Et donc du coup forcément chacun a sa propre vérité. Et en fait ça ne peut que, c'est pour ça que moi il y a un truc vraiment que j'essaie de défendre à droite, c'est vraiment il faut retourner à cette tradition, parce que si on ne retourne pas avec cette tradition, on aura beau faire ce qu'on veut, la réimmigration, etc., qui est un problème urgent en France, c'est même pas un débat, mais on aura beau faire tout ce qu'on veut, la réimmigration, etc., tant qu'on règle pas ce problème de racines et de tradition, il y aura un relativisme au niveau des vérités. Et donc, ok, on va faire ça, mais en fait demain,
qu'est-ce qui fait que le voisin n'ait pas plus raison que moi? Qu'est-ce qui fait que moi j'ai plus raison que le mec d'en face? Et en fait, à un moment donné, on va être dans un débat perpétuel et ça, soit ça stagnera, soit ça descendra. On pourra pas avoir d'effet de croissance. Et en fait, ça amène, comme tu l'as très bien relevé, au relativisme. Et le relativisme amène toujours au retournement des valeurs. Et en fait, on finit plutôt que d'ordonner, si tu veux, nos désirs au bien objectif, au bien qui est commun à tous, on finit par partir de nos désirs et essayer de transformer le bien et de l'adapter à nos désirs. Donc par exemple, moi je sais pas, j'ai envie de me sentir femme, et bien je vois pas pourquoi qu'est-ce qui me limiterait dans cette transition de genre ou sexuel, tu vois. C'est l'idée finalement d'oublier tout ce qui nous a précédé aussi. Tu vois, par exemple, tu disais, on a que nos désirs, on peut faire ce qu'on veut. Et la famille, je trouve que c'est super représentatif. J'en parlais hier avec un pote. Et cette idée de famille, elle est quand même assez perturbante quand on y pense, parce que derrière nous, derrière chacun d'entre nous, il y a des milliers de personnes qui ont fait l'effort d'aller faire des enfants, de les élever, etc. Et donc le fait de dire est-ce que je désire une famille, et ben en fait c'est tout simplement oublier tous les sacrifices qui ont été faits et le fait qu'on est peut-être là pour transmettre cette lignée. Et donc c'est une notion d'héritage, pareil, qui a été retournée. Maintenant la famille c'est une option. Bon, ok, pourquoi pas. On n'a plus de devoir, on ressent plus de devoir par rapport aux gens qui étaient derrière nous. C'est une autre valeur retournée que j'ai notée rapidement. Et pour venir sur une dernière valeur retournée, puis après on peut passer à la suite, mais que je trouve intéressante, c'est l'idée de l'amour du prochain. J'en parlais aussi dans ma longue vidéo, mais l'amour du prochain, il s'est transformé en l'amour des hommes dans l'abstraction. C'est-à-dire, tu vas aimer quelqu'un qui est loin de toi, tu vas essayer de l'aider, etc. Mais au final, que ce soit ta famille, ton voisin, le mec à côté de chez toi, il va plus y avoir vraiment cette idée d'amour de prochain comme proche. Mais ça vient aussi de tout ce qu'on a dit précédemment, c'est-à-dire la fin de l'humilité, la fin de l'égalité de dignité et la charité forcée qui te pousse à ne plus avoir envie finalement d'aider ton prochain ou d'aimer ton prochain. Donc tout ça c'est très relié et comme tu disais, cette inversion des valeurs, elle vient de la même base finalement. Ouais, tout à fait. En fait, il y a vraiment mais c'est ça qui est important de mettre en exergue et prendre du recul sur la chose, parce que beaucoup de gens disent ça va plus, les valeurs s'effondrent et ceci, et en fait non, et en fait la plupart des gens sans s'en rendre compte font du relativisme et en fait sont acteurs de ce qui fait le plus de mal à notre société et sont acteurs de ce qui dénonce en réalité sans s'en rendre compte, parce qu'en fait si on ne revient pas à une tradition et à un bien objectif qui est intransigeable, c'est-à-dire qui est vraiment relié au supérieur, qu'on ne puisse pas en fait négocier ces définitions, négocier cette limite, et bien ces limites-là et ces définitions-là seront toujours négociées. Et donc là, pour l'instant, ça tient encore un peu debout, c'est de pire en pire, mais ça tient encore un peu debout, parce qu'il y a encore cet héritage dans l'inconscient des valeurs qu'on a pu avoir pendant des siècles et des siècles. Mais en fait, petit à petit, à coup de relativisme, à coup de définition qui change, les mots, ça s'interprète, ça se contextualise. Et en fait, petit à petit, il y a cet effritement parce qu'il n'y a plus de définition commune, voilà, tout simplement. Et je reviens juste, pardon, excuse-moi, mais je fais juste le parallèle avec la famille. C'est un très bon exemple, mais ça c'est aussi une conséquence de on a voulu couper avec nos ancêtres, donc forcément on n'a plus forcément le désir d'avoir de descendants, parce que si on en vient à haïr nos ancêtres, en ayant des descendants on devient quelque part un peu les ancêtres de nos descendants, et donc on devient ce qu'on haïssait, ce qu'on haït depuis le début. Donc il y a une espèce de matrixage complet psychologique des gens, et en fait ils finissent par vraiment se nombriliser, ils regardent que leur bide et c'est leur désir avant tout, et en fait leur boussole morale c'est ok, qu'est-ce que je veux, mais au final, ils ne sont dirigés que par la pulsion et la jouissance et l'envie de désir instantané, plus du tout sur une vision long terme comme on pouvait avoir avant, quoi. Et en plus, ce qui est hyper pertinent par rapport à ça, c'est que, comme tu disais, le relativisme, il amène à tout comme un rapport de force. Ça va être la morale, la loi, etc. Mais comme pendant que nous, finalement, on veut pas se perpétuer et on commence à faire un rapport de force relativiste, etc., il y a d'autres personnes, d'autres civilisations, qui ont pas vraiment ces considérations-là. Donc au final, c'est pour ça que l'Occident se détruit tout seul. Et ça peut paraître un peu fou dit comme ça, mais
est-ce qu'il n'y aurait pas un lien logique selon toi avec Satan, les satanistes et Lucifer dans toute cette histoire? Donc c'est assez marrant d'amener le sujet comme ça, mais vous allez voir, finalement c'est beaucoup plus proche de tout ce qu'on raconte là que de mystique avec un mec à cornes et tout. Et j'aimerais bien que tu nous en parles un peu. Ouais, bah alors, moi j'en ai parlé dans ma masterclass sur la franc-maçonnerie parce que c'est, moi je parle de philosophie luciférienne parce que c'est vrai quand tu parles aujourd'hui à des gens qui n'ont pas, nous on a la foi, on est baigné là-dedans, donc on peut accepter le concept. Pour des gens qui sont athées ou des gens qui sont pas du tout qui sont pas du tout concernés par la foi, des fois tu leur parles de Lucifer, satanisme, etc. Alors là c'est pas possible, ça part en courant, c'est qu'est-ce qu'il me veut lui, il est complotiste, complètement perché, tu sais, les gens font des amalgames. Et donc moi ce que j'ai essayé de faire justement dans cette masterclass sur la franc-maçonnerie, parce que en fait on ne peut pas comprendre certaines choses si on n'accepte pas le concept luciférien. Et donc moi le moyen que j'ai trouvé pour faire accepter aux gens le concept luciférien, c'est de leur dire écoutez, je vous demande pas d'imaginer ou de croire que ça existe ou que ça existait, mais pensez symbole, pensez concept, c'est un petit peu comme l'allégorie de la caverne ou le bateau de Thésée là. C'est des choses, c'est des pensées philosophiques et en fait c'est des concepts philosophiques et il faut pas vous n'êtes pas obligé de l'accepter comme une vérité qui est vraie et absolue. Donc juste pensez à ce que représente Lucifer. Et en fait oui il y a un lien concret, c'est que Lucifer c'est un ange déchu parce qu'il a voulu être l'égal de Dieu et en fait justement il a poussé Adam et Ève à manger le fruit de la connaissance. En gros, je vulgarise énormément, donc les spécialistes en théologie vont me sauter dessus, mais c'est pas grave. En gros, il leur a dit, bah écoutez, Dieu vous empêche de manger ce fruit-là parce qu'il veut pas que vous soyez comme lui, il veut pas que vous soyez à sa hauteur, il préfère que vous restiez inférieur. Donc en fait, il vous manipule pour pas que vous deveniez des dieux. Et donc il les a un petit peu, il a manipulé Adam et Ève comme ça, pour qu'ils bouffent le fruit. Bon, ils ont fini par bouffer le fruit et nous voilà sur Terre. Mais l'image derrière ça, c'est de comprendre que, en fait, que représente Lucifer? C'est le fait de refuser de recevoir, refuser l'ordre qui nous est donné par en haut, par le supérieur. Donc refuser la dépendance, si vous voulez, à quelque chose de plus haut que nous. Et on préfère, l'auto-affirmation orgueilleuse. Donc oui, à ce titre, il y a quelque chose de luciférien dans cette civilisation qui est je veux tout décider moi-même. Il y a aucune chose qui vient d'en haut, il y a aucune chose qui vient du supérieur. Je suis mon propre Dieu. Si mon désir prévaut sur le reste, si je veux, je peux. Voilà, c'est des phrases comme ça qu'on peut avoir. Et donc on en vient à plein d'exemples concrets, hein, notamment, il y a l'euthanasie, c'est le contrôle sur la mort. Ça avant c'était quelque chose qui était très réservé à Dieu. C'était Dieu qui décidait qui vit, qui meurt. Aujourd'hui, avortement, euthanasie, on décide qui vit, qui meurt. Donc quelque part on prend un petit peu la place de Dieu. Pareil pour le corps. Avant on héritait d'un corps. C'est comme ça, c'est la nature. Alors on peut le nommer nature ou Dieu, ça dépend où on en est dans sa foi. Mais aujourd'hui, non, mais attends, moi je suis né homme, je vois pas pourquoi, moi j'ai le désir de devenir une femme, je vois pas pourquoi je pourrais pas. Donc je prends le rôle de remodeler mon corps, alors que ça, encore une fois, c'était une mission et quelque chose qui était réservé au supérieur, au ciel. Et aujourd'hui, petit à petit, en fait, chacun devient un petit peu luciférien et se rattache petit à petit de plus en plus à la terre, quoi. En fait, c'est ça qui est assez fou, c'est que finalement, on pourrait se dire de base que ils sont complètement malades, ces types, ils nous parlent de Satan pour nous expliquer la philosophie, et en fait, tout colle et les résultats concrets, c'est exactement ce qui avait été prédit. Donc, je trouve ça quand même très intéressant, surtout quand on se rend compte finalement que Lucifer, c'est la figure de la tentation de la raison sans Dieu. Et donc c'est quelque chose que je suis en train de développer dans un livre que je suis en train d'écrire. N'hésitez pas à vous inscrire en dessous si jamais ça vous intéresse. On va reparler de tout ce que j'ai fait dans mes vidéos précédentes, du moins sur pas la partie historique mais philosophique. Et la raison, on pourrait l'avoir avec Dieu et sans Dieu. On pourrait se dire que la raison sans Dieu, finalement, c'est la raison qui amène à considérer que l'homme peut se faire égal à Dieu. Et je sais pas ce que t'en penses, mais j'ai l'impression que ça mène toujours finalement à communisme, maladie mentale de type idéologie trans, etc. ça mène aux avortements, à tuer des gens, à l'euthanasie, etc. Alors que la raison avec Dieu, c'est une raison qui permet de penser. On peut noter par exemple Blaise Pascal, saint Thomas d'Aquin, saint Augustin. On peut noter plein de grands penseurs qui nous ont précédés. Et cette raison nous permet de penser avec l'incertitude à l'intérieur, comme un constat de fait sur le fait qu'on est humain, on a des limites et on est en fait ce faisant
on doit pas essayer de se faire Dieu, mais on doit essayer de faire de notre mieux. Et donc ça change quand même beaucoup de choses parce que on va se dire par exemple dans la vie de tous les jours, je vais aider quelqu'un, je vais travailler, je vais léguer quelque chose, alors que finalement quelqu'un qui se dirait la raison sans Dieu, il va se dire je vais forcer le mec là-bas à être libre, lui on va le voler, ça on va redistribuer, ça on va faire ci, etc. Et donc c'est très très applicable finalement cette notion de raison sans Dieu, raison avec Dieu, et donc la tentation de Lucifer d'essayer de nous sortir de l'acceptation de notre condition humaine qui finalement est naturelle. Tout à fait. Ok, eh bien j'aimerais qu'on continue avec des exemples dans le monde d'aujourd'hui. Donc tu nous as donné l'euthanasie, tu as fait une vidéo incroyable sur le sujet, mais on en a quelques autres, donc l'idéologie trans aussi, tu nous en as parlé. Est-ce que tu en as d'autres qui te viennent en tête ? Ouais, bah après, en fait, il suffit juste de regarder autour de nous, ça suffit. Mais il y a un truc, moi aussi, que je relève souvent, c'est ce que j'appelle l'acceptation forcée, tu vois, notamment par rapport à la tolérance. Et en fait, c'est vraiment cette histoire de revenir à modifier le réel pour qu'il colle le plus possible au désir de l'individu. C'est vraiment l'individualisme absolu. C'est-à-dire qu'avant, la tolérance, en gros, ça signifiait, quand on parlait de tolérance, c'était j'arrive à supporter des choses que je n'approuve pas. Et par tolérance, je l'approuve pas, mais je le tolère parce que pour le côté civilisationnel, voilà, pour être en paix avec mon voisin, voilà, j'amène à le tolérer. Mais sauf qu'aujourd'hui, ils ont complètement modifié le terme, et aujourd'hui, ça signifie, on te demande en fait carrément de le célébrer et on te le demande d'approuver. C'est-à-dire que c'est plus de la tolérance, c'est de l'acceptation forcée, tu vois. Et ça, c'est encore une fois, c'est parce que on part du principe que, ok, relativiste, c'est pourquoi ça, on pourrait pas faire ça, pourquoi ça pourrait pas être la nouvelle réalité, la nouvelle norme. Ensuite, c'est de toute façon, on n'a qu'une vie, one life et compagnie. Donc maintenant, en fait, si on veut faire exister cette chose-là, il faut que tu l'approuves, il faut que tu la célèbres, parce que sinon t'es intolérant, t'es réac et compagnie, tu vois. Et ça, c'est un truc aussi, c'est vraiment une dérive complète du monde moderne et de cette philosophie que moi je nomme luciférienne, quoi, l'auto-affirmation et l'orgueil et le désir individuel. Là d'ailleurs, ce que tu nous as dit avec l'acceptation forcée, moi ça me fait penser au woke. Instantanément, je me dis tu dois accepter ma différence que je te force, et sinon c'est toi qui es intolérant. Mais en fait, ça marche plus du tout. C'est à ça que tu pensais quand tu donnais l'exemple ou Non, ça marche. Mais, oui, voilà. Oui, par exemple. Mais en fait, ça se colle le wokisme pour moi, c'est vraiment l'échelle absolue. C'est-à-dire que c'est vraiment c'est la fin, c'est la fin du wagon, tu vois. C'est eux, ils vont jusqu'au bout. Sur leur tête, ça se voit directement qu'ils sont lucifériens, tu vois. mais voilà, mais en fait, ouais, voilà, c'est ça. En fait, les mecs déjà se déguisent en Satan, tu vois. Donc forcément, ils te donnent des indices. Mais en fait, ce truc-là, moi, c'est ce que souvent j'appelle dans les. C'est pour ça que par exemple, tu vois, sur la vidéo que j'ai fait sur l'euthanasie, j'explique qu'avant j'étais pour, ce qui est un peu vrai, mais pas autant que ce que je le laisse penser dans la vidéo. C'est pas un manque d'honnêteté, mais en fait c'est une volonté d'empathie, et je me mets dans le groupe parce que moi souvent ce que j'appelle c'est attention. Faites votre examen, mais ça encore c'est très très chrétien, hein, mais faites votre examen perso, parce qu'en fait à notre échelle, sur plein de micro-actions ou dans des domaines dans lesquels on fait pas attention, on a cette façon de penser, et ça entretient ce qu'on dénonce, tu vois, ce que je disais un petit peu au début. Et en fait, oui, les wokistes, en fait, les wokistes, c'est ce qui a permis aux gens de se dire, ah ouais, là, il y a un vrai problème, parce que les mecs, tu vois, ils sont phosphorescents, les types, ils brillent dans la nuit, donc forcément, tu les vois un peu plus, tu vois. Mais en fait, ça commence par, ouais, mais, tu vois, sur des détails tout cons, mais comme, je reprends ton truc de la famille, aujourd'hui, le libertinage sexuel, je veux dire, c'est quelque chose qui est accepté, par tout le monde. Ouais, mais c'est bon, attends, tu vas pas faire il faut que jeunesse se fasse, tu vas pas faire ta vie tout le temps avec la même personne. Et en fait, c'est un début de relativisme, c'est un petit peu un truc de non mais attends, toi si tu dis non mais moi je suis pas pour le libertinage sexuel, il faut arrêter ces bêtises là, on va commencer à te dire non mais attends, mais toi t'es intolérant, tu vois, je reprends le RN qui veut autoriser les maisons closes. Moi je trouve ça catastrophique, mais il y a plein de gens quand je dis ça qui me disent non mais attends, qu'est-ce que tu me racontes, non c'est bien, c'est un progrès, etc. Bon, on revient aussi sur le progressisme, le wokisme est le bout du progressisme, mais en fait c'est cette pensée ambiante. Les gens, sans s'en rendre compte, en fait, ils participent sur plein de petits détails qui se voient moins que le wokisme. Mais le wokisme, en fait, c'est juste la finalité d'années, de décennies de cette pensée globale, quoi.
Et d'ailleurs, à notre âge, on n'a plus vraiment de vieux pour nous transmettre les valeurs. On a encore quelques grands-parents, etc. Mais souvent, en fait, ceux qui ont, je sais pas, 50 ans, 60 ans, ils vont aussi dans des clubs libertins pour s'enculer. Ah mais c'est eux qui les tiennent même, c'est eux qui les tiennent. C'est ça. C'est eux qui les tiennent, ils ont des capotes nervurées, c'est des spécialistes les mecs. Donc, je sais pas si toi aussi t'as eu cette réalisation, mais on a dû refaire le travail d'aller chercher finalement ce qu'il y avait derrière. Et c'est pour ça des fois tu dis que t'es en crise d'autisme sur un sujet. Je ressens exactement la même chose. C'est parce qu'on nous a pas transmis assez de trucs, donc on est obligé d'aller se forcer la transmission. Mais c'est tellement intéressant finalement quand on commence à se rendre compte de tout ça. Et si on doit se mouiller sur un dernier sujet dans qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec tout ce retournement de valeur, je dirais que ce serait pas mal de parler de l'avortement. Je sais pas si t'en as parlé déjà sur ta chaîne ou si tu comptes en parler ou pas. Alors je l'ai pas abordé en soi. Je compte en parler. Ouais, moi j'ai pas de sujet tabou. Moi j'ai pas de problème en fait avec un sujet ou l'autre. Enfin je me cache pas. Par contre j'en ai parlé dans la masterclass sur la franc-maçonnerie. Sur le fait que c'était un contrôle sur la vie. Donc je sais pas après où tu veux aller sur l'avortement, mais y a pas de souci, on peut en parler. Ouais. Alors moi j'en ai parlé un peu sur Instagram. Et donc c'est pour ça que finalement j'ai réalisé à quel point notre pays est retourné en termes de valeurs. C'est-à-dire que l'avortement, si on l'entend actuellement, c'est le choix des femmes à disposer de leur corps. Mais tout le monde oublie que c'est pas le choix de quelqu'un à mourir. Donc finalement tuer quelqu'un qui va naître et que la responsabilité, on nous dit oui non mais peut-être qu'elles sont pas responsables, on va nous donner des exceptions, etc. Mais la responsabilité, en fait, elle est sur le fait de s'accoupler précédemment. Elle est pas sur le fait de vouloir tuer quelque chose ou pas. Et donc c'est marrant parce que j'ai eu énormément de réceptions épidermiques sur ce sujet quand j'en ai parlé et des gens qui vraiment qui s'énervent, qui se vexent et tout, mais même des fois des gens de bonne volonté et même des fois des gens qui ont plutôt des attitudes ou des comportements conservateurs. Et j'ai trouvé que c'était un sujet qui était vraiment perdu perdu un petit peu. Donc j'ai envie de rappuyer dessus de temps en temps, tu vois. C'est très compliqué ce sujet-là, mais comme l'euthanasie, il devient aussi très compliqué. Ouais, pareil. Pourquoi ? Parce que ce sont des sujets émotionnels. Voilà. Les gens pensent réagissent de manière épidermique, comme tu as très bien dit, et de manière émotionnelle, et ça coupe toute capacité de réflexion. La première chose, comme tu dis, c'est que l'avortement. En fait, tout à l'heure, je parlais de retournement des valeurs. Je l'avais dit, ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure, où je disais, on est passé d'un monde où, en fait, il y avait un bien commun, un bien objectif. Tout le monde était d'accord pour dire, ok, ça c'est bien. Et en fait, après, on prenait ses propres désirs et on faisait en sorte que ces désirs-là collent au bien commun, tu vois. Donc, ok, j'ai envie pour l'imager. Ok, j'ai envie de niquer, mais je sais que le bien, c'est de pas tuer les enfants dans les ventres des femmes. Donc, je vais arranger mes désirs, mon envie de niquer, de manière à ne pas entacher ce bien objectif qui est accepté par tout le monde. Donc, je vais par exemple soit ne pas niquer et aller me branler dans les toilettes, soit je vais mettre une capote. Tu vois, bon après. Je sais qu'il y a un autre débat sur la contraception, mais si on commence à rentrer trop dans le sujet, déjà commençons par la base. Mais voilà, je vais commencer déjà par me protéger et donc prendre mes responsabilités, de me dire ok, j'ai des désirs, mais ces désirs-là ne sont pas supérieurs au bien commun de la société qui est on ne tue pas les gens. Donc ok, je continue à baiser parce que je suis un animal et que j'ai envie de baiser. Je sais pas, je cautionne pas, mais j'explique un petit peu comment les gens pensent. Mais par contre, je vais faire attention de manière à pas abîmer ce bien commun. Et aujourd'hui, c'est tout là le retournement des valeurs. C'est-à-dire que les gens se disent attends, moi j'ai envie de baiser. Et je vois pas pourquoi je serais obligé de mettre des capotes et de faire attention à avoir un gosse. Non, je vais adapter le bien commun de manière à ce que je puisse faire mes désirs comme je l'entends et donc baiser à tout va et possiblement avorter. Aujourd'hui, l'avortement c'est devenu vraiment un sujet mais les gens ont l'impression en fait parce qu'ils ont associé l'avortement à la libération de la femme et ça a été leur petit coup de génie. On peut leur donner, ce qui fait que quand tu critiques l'avortement, les gens pensent que tu critiques la liberté de la femme. Moi je critique l'avortement. Ça veut pas dire que je critique la liberté de la femme. Je veux dire, moi je dis juste que faites en sorte de pas tomber enceinte, c'est tout. Et je pense qu'il y a quand même pas mal de méthodes aujourd'hui pour ne pas tomber enceinte, ou en tout cas y faire attention.
et sans forcément avoir recours à l'avortement. Et alors en général, le grand argument de ces gens-là, c'est oui, et t'as pensé au V, tu vois, aux grossesses issues de V. Alors du coup, j'ai été voir par curiosité parce que je trouvais que c'était un peu un argument. Moi déjà, j'aime pas quand les gens me prennent le cas extrême pour essayer de faire passer une idée, tu vois. Je trouve que c'est toujours un peu intellectuellement moyen. Et comme pour l'euthanasie, ouais, t'as pensé à celui qui souffre, à qui on peut plus aider. Oui, bon d'accord, ok, mais quelle proportion est-ce que du coup on organise la société par rapport au cas singulier exceptionnel? Là, on n'a pas fini. D'ailleurs, on le voit bien aujourd'hui, on n'a pas fini. C'est ce qu'on essaie de faire. J'ai regardé du coup la proportion de grossesses issues de V. C'est à peu près 5% des grossesses qui sont issues de V. Donc ça fait 2000 grossesses par an. Bon, je vais être honnête, moi personnellement j'ai trouvé ça quand même énorme. Je me dis il y a quand même 2000 gonzesses par an qui portent l'enfant issu d'un V. Mais moi là où je réponds aux féministes qui m'attaquent sur ce sujet-là, je dis en fait, moi je prends ma fille en exemple même, parce que souvent après derrière, comme moi je suis papa d'une petite fille, on m'attaque sur ce côté-là. Ah ouais, imagine ta fille, tu sais, en espérant peut-être ça me déstabilise et que je fasse prout. Mais en fait, ce n'est ni à la société, ni aux féministes qui ont les poils de chatte frisés, ni aux prêtres, ni à personne de dire tu dois faire comme ça. Personne n'a le droit de dire tu dois faire comme ça. Mais par contre, le choix final, il doit se faire en conscience. C'est ça le plus important, en conscience, et c'est à la personne qui est concernée de le faire. Quand on ne veut absolument pas intégrer dans le débat, oui attention, il y a quand même une histoire de tuer un enfant, parce que forcément si tu laisses faire, il va y avoir une naissance. Quand tu avortes, c'est sûr et certain qu'il n'y a pas de naissance, tu vois. Donc attention, il y a quand même la mort d'un futur être vivant et d'un être vivant, puisqu'il y a un cœur qui bat. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, on déclare les morts quand le cœur ne bat plus, hein. Donc ça veut dire que quand le cœur bat, il y a vie. Et donc si on occulte complètement ce passage-là, en fait on oriente la décision, et la décision elle est biaisée et elle est pas faite en conscience. Et c'est vrai que cet avortement-là, les gens ne veulent plus du tout en débattre, ne veulent plus du tout en parler. Alors moi en général ce que je fais, c'est que je dis je suis pas contre le fait que les gens puissent avorter, mais par contre déjà je suis contre le fait que ce soit financé par les impôts, parce qu'il y a des gens qui sont pas forcément d'accord, et surtout je suis contre le fait de présenter ça comme un droit, comme quelque chose de génial, comme quelque chose qui a aucun impact, parce qu'en plus les nanas qui sont avortées derrière, elles ont un putain d'impact psychologique et on les avait pas prévenues de ça. Et même aujourd'hui on en arrive où 250 000 avortements par an. D'accord, c'est un quart des grossesses aujourd'hui en France finissent dans une seringue à se faire siphonner le fœtus, tu vois. Donc je suis pas sûr que de base la libération de la femme c'était les pauvres nanas qui par en effet une morale et des mœurs familiales qui t'obligeaient à aller avorter dans des caves, etc. Et ça je trouve ça déplorable. Mais ça après c'est un manque de responsabilité aussi de la famille. Enfin bon bref, moi ma fille demain elle a une grossesse, je vais pas la rejeter, tu vois. Tant pis, je vais assumer. C'est moi qui ai mal transmis les valeurs que je voulais transmettre. Donc aussi je prends ma part de responsabilité là-dedans. Mais je veux dire ouais, il y a des nanas qui se font avorter dans des caves, il y a des nanas qui ont des grossesses issues de V. Je suis pas sûr, je suis désolé mais je suis pas sûr que ça représente 250 000 avortements par an. Donc c'est que dans l'eau là, il y a du gras, il y a des nanas qui font ça, voilà, il y a des nanas qui tombent enceintes par un manque de responsabilité. Et après derrière, c'est tout ce que ça implique, le libertinage sexuel, qu'on sait maintenant que ça a un impact sur le fait derrière d'après de construire une relation saine et amoureuse avec quelqu'un et sur le long terme, etc., etc. Et en fait, ça participe au fait. Et à un moment donné, il faut aussi savoir se faire un peu du mal et se dire ok, ça c'est quelque chose qui me fait réagir. Je suis pas du tout pour ces discours anti-avortement, etc. Mais justement, si ça vous fait autant réagir, putain, pensez le sujet, essayez de voir ce qu'on essaie de vous dire, essayez de vous mettre à notre place, essayez de voir ce que peut-être qu'on a compris, que vous avez peut-être pas compris, et inversement. Et à la fin de vos vraies recherches, si vous avez un avis encore pro-avortement ou toujours le même, ok, pas de souci. Mais souvent les gens réagissent de manière émotionnelle sans forcément réfléchir, tu vois. Bah ouais, et comme tu dis, le problème c'est vraiment l'inversion des valeurs, parce que on nous sort des fois le cas aussi de avoir un enfant handicapé, voilà le cas d'un viol, etc. On nous sort tout ça, mais en fait l'idée c'est pas de dire que c'est fondamentalement impossible, que ça se fera pas d'avorter. L'idée c'est de dire est-ce que c'est pour autant qu'il faut en faire un bien. Et donc c'est vraiment l'inversion des valeurs, parce que finalement admettons que j'ai ma copine qui tombe enceinte d'un enfant qui aurait la trisomie 13. La trisomie 13, on en meurt au bout de 1 mois et quelques, c'est des souffrances atroces, personne ne peut vivre avec cette maladie. Du coup, on pourrait se dire, là, l'avortement, il prend sens. Mais est-ce que ça veut dire qu'on fait le bien ? Bah non.
Donc en fait, c'est le retournement de valeur qui change vraiment les choses. C'est l'idée de dire on veut faire ça parce que c'est pratique, donc c'est bien. Et d'ailleurs, c'est assez marrant quand on voit un petit peu la réaction des humains face à l'avortement. Je sais pas si t'as tombé sur ces vidéos, mais c'était un Américain. Il faisait des vidéos et il allait voir des gauchistes qui avaient des stickers avortement ou des trucs comme ça, et il leur montrait un papier, une pétition pour leur proposer de voter pour faire avorter son chien, parce qu'il disait mon chien il est un peu jeune et là il a des petits bébés et donc en fait j'aimerais faire en sorte qu'on puisse le faire avorter. Est-ce que vous connaissez une clinique, ou alors est-ce que vous êtes d'accord pour signer cette pétition pour aider à avorter les chiens, etc. Et là on voyait que tous les gauchistes ils étaient traumatisés. Ils étaient en mode mais pourquoi tu tuerais des bébés chiens? Et en fait on se rend compte à quel point c'est devenu normal pour nous humains, puisqu'on a essayé de changer la valeur, mais à quel point au final si on imagine ça sur des bébés chiens on se dit mais c'est monstrueux. C'est atroce. Ouais, tout à fait. Mais parce que t'as ce côté un petit peu individualiste, je dis le désir qui est absolu dans l'individu, et surtout, en fait, si on regarde, même si on zoome un petit peu de manière, en fait, c'est le problème du rationalisme aussi, tu vois. C'est exactement ce que tu relèves quand tu dis, ok, ça a du sens de le faire, mais est-ce que je fais le bien? Les gens n'ont plus cette notion de est-ce que je fais le bien, parce que le bien est devenu subjectif. Et en fait, on peut arranger la réalité. Par rapport à ce que nous on pense du bien, on peut se dire, tu sais, mais c'est souvent ce qui se passe quand tu sais, quand t'as été au chômage ou quoi, tu te dis bon là il faudrait que je travaille. Ouais mais non mais attends, faudrait quand même que je me repose, c'est quand même bien de me reposer. Tu sais que tu fais de la merde, mais t'arranges, tu te retournes le cerveau, tu te matrixes pour pouvoir faire de la merde sereinement, tu vois. Et les gens font ça. Et c'est exactement ça, et en fait c'est le rationalisme. Oui, mais c'est sûr que si tu te considères comme un sac d'atomes, que t'es juste un putain de corps issu de cellules qui a aucune âme, qui a aucune transcendance, qui a aucune filiation avec le ciel ou quelque chose une entité supérieure, ben, si t'es juste un espèce de tas de tas de chair, bah en fait oui tu peux penser rationalisme, ok bah ça c'est de manière pragmatique, ok bah ça c'est le plus viable, bah pourquoi se faire chier à mettre en place l'honneur, pourquoi se faire chier à mettre en place quelque chose pourquoi aller dans la difficulté pour des choses abstraites comme des valeurs d'honneur, de bien, de vie, etc. On s'en branle, on est un sac d'atomes, on est un sac de chair, donc le plus pratique c'est de siphonner, bah je vais siphonner, je m'en branle. Et en fait tout ça c'est vraiment ce niveau de pensée qui amène là. Et en fait quand on zoome et qu'on prend les choses comme elles sont, mais en fait ça n'a même pas on voit bien que c'est insensé. C'est-à-dire que je sais plus jusqu'à quelle date, j'avais fait le travail mais j'ai plus les dates en tête, mais jusqu'à quelle date on pouvait avorter jusqu'à 12 semaines, et aujourd'hui je crois que c'est 16. Mais attendez, mais qu'est-ce qui s'est passé entre 2000 et 2020 là? Il y a eu une étude incroyable où on s'est rendu compte que en 4 semaines il avait une tub et il faisait des signes dans le ventre en mode non m'avortez pas. Je veux dire ça n'a pas de sens. Et aujourd'hui en Angleterre on peut avorter jusqu'à 9 mois. Donc est-ce que les bébés britanniques ne deviennent humains beaucoup plus tard que les Français qui eux deviennent humains à partir de 16 semaines? Donc en fait si on prend la chose en substance, c'est une décision administrative. Mais tu sais que c'est ce qu'on m'a sorti. On m'a dit, du point de vue légal, sur Instagram, on m'a dit plusieurs fois, du point de vue légal, un humain a ses papiers que 3 jours après la naissance, donc c'est pas vraiment un humain. Ah, j'étais sur le cul, je savais pas quoi répondre. Ouais bah voilà, bah on va pouvoir flinguer on va pouvoir flinguer les. Mais oui, mais parce que les gens, vu qu'ils n'ont plus on est des sacs dans leur tête, on est des sacs d'atomes, on est des sacs de chair. Donc en fait, on s'en fout. C'est la loi qui décide, tu vois. C'est plus l'abstraction, la philosophie, le bien objectif, la foi, l'âme, le spirituel. Non, on est des sacs de chair, donc en fait, on va juste ordonner 2-3 trucs. Mais en fait, tout est modifiable et à la fin, bah voilà, bah en fait, vous pouvez avorter votre enfant jusqu'à ses 1 an, tu vois. Mais pourquoi on pourrait pas faire ça? Mais non, mais si c'est pas une personne juridique, c'est bon. Mais non, mais tu vois que maintenant la personne juridique, on peut l'euthanasier. Donc en fait, oui. je veux dire, c'est vrai, non mais une personne juridique, ça n'a plus aucun sens. Je veux dire, oui, mais il souffre, etc. Ouais, mais attends, mais la personne, si le bébé il a 1 an et qu'elle souffre vraiment, qu'il fait plus ses nuits, etc. Je veux dire, c'est dans un monde où il n'y a aucune limite, tout est négociable, tout est relativisable. J'ai fait un barbarisme là, bon, sans branle. Tout peut être relatif. Je vois pas pourquoi en fait. Quelqu'un qui me propose ça, qui me dit, en fait maintenant on va avorter jusqu'à ses 1 an. Comment tu fais pour le contredire? Mais non, les mecs ils vont te dire, mais non, mais n'importe quoi, là tu pars en couille, etc. Oui, mais comment tu fais pour le contredire si lui il te dit, bah écoute, on a juste à reculer, on fait les papiers de l'enfant après ses 1 an, tu vois. Voilà, c'est plus une personne juridique. Pourquoi on serait obligé de faire les papiers de l'enfant 3 jours ou 4 jours ou 3 semaines ou 1 an?
En fait, la limite, qui c'est qui la pose? C'est l'État, mais l'État, c'est un humain. Pourquoi cet humain pourrait pas penser comme ça? Tu vois ce que je veux dire? En fait, à un moment donné, s'il n'y a pas de règles universelles, s'il n'y a pas quelque chose de supérieur et de relié au spirituel, en fait, c'est la débandade. Et on est sur une pente et on n'a pas de frein. Et en fait, on est là, on dit ouais, on va s'arrêter au milieu de la pente. Mais en fait, on arrive au milieu de la pente, on voit passer le milieu. Ah putain, j'ai pas pu m'arrêter. Bah ouais, j'ai pas de frein. Et en fait, petit à petit, là, on est en train de descendre et on va aller taper le fond, tu vois. Et sauf que plus on avance, plus on prend de la vitesse et plus le choc sera solide. Ouais, je suis totalement d'accord avec ce que tu racontes. Et d'ailleurs, ça répond même à mes questions suivantes. C'est quoi vraiment le problème avec le matérialisme? Et donc, tu y as bien répondu. Est-ce que tu veux rajouter un truc là-dessus? Parce que t'as fait un super déroulement, ça marchait grave. Oui, c'est vrai que je me suis un peu emporté. Des fois, je pars dans des tunnels. Pas de souci, ça marchait bien. C'était très pertinent. Très pertinent. Mais oui, le matérialisme, en fait, non, le matérialisme, c'est pas l'origine de notre problème. C'est, on va dire la cause, le symptôme originel du problème. Moi, je le vois comme ça. Pour moi, l'origine du problème, c'est vraiment cette coupure avec la tradition. Et moi, par tradition, j'entends relation avec le supérieur, une entité supérieure. Et ça a commencé bien avant la Révolution, hein, mais ça, je pense qu'on est d'accord tous les deux. Pour moi, je le fais même remonter au 15e siècle, hein, avec le début du protestantisme. Je t'envoie une passe D, comme ça tu vas encore recevoir plein de messages privés de nos amis les protestants. Mais et du coup, tout ça a donné le matérialisme, surtout avec la révolution industrielle et compagnie. Et en fait, le problème avec le matérialisme, ce n'est pas seulement en fait qu'il enlève Dieu de l'équation, mais c'est qu'il enlève vraiment à l'homme toute sa profondeur. C'est-à-dire que si l'homme n'est qu'un espèce d'assemblage de cellules, un espèce d'assemblage biologique, bah alors la conscience, la liberté, la morale, la fidélité, je sais pas moi, le sacrifice, la vocation, en fait, tout ça, ça finit, c'est soit une illusion, soit une espèce de réaction chimique dans le cerveau, soit, et on en vient au gauchisme, soit une construction sociale. Tu vois, en fait, il y a des gens, ils ont des vocations, ils sont nés avec ça. Et si toi tu ne crois pas au fait que ça t'a été donné par quelque chose de supérieur, ben en fait c'est que peut-être ta vocation elle ne veut rien dire. Ça a peut-être été une construction sociale, tu vois. Donc peut-être faut te déconstruire, mec, parce qu'en fait t'es dans un billet, tu vois. C'est vraiment ça le problème avec le matérialisme, et puis souvent les gens pensent que c'est le matérialisme, c'est juste aimer l'argent et la consommation. Non, c'est le matérialisme, à mon sens, c'est vraiment une vision du monde où il y a que de la matière, il y a pas de spirituel, il y a pas d'abstrait. Et en fait, si on pousse même le bouchon, quelqu'un qui est matérialiste ne croit pas en l'amour, parce que l'amour entre deux personnes, il y a rien de matériel, c'est quelque chose d'abstrait, il y a aucune preuve que la personne en face vous aime, c'est une relation de confiance. C'est pour ça que ça se rapproche très fort de la religion. C'est pour ça que moi je dis tout le monde est croyant. Tous les gens qui aiment leur partenaire sont croyants en fait, mais juste ils s'en rendent pas compte. Et mais les mecs matérialistes au possible, si on rend le truc absolu, mais en fait dans leur tête, et c'est souvent l'argument des athées, mais non, il n'y a pas d'amour qui existe, c'est juste une relation chimique qui se passe dans le cerveau pour te forcer à t'accoupler et pérenniser l'espèce, etc. Mais quelle vision de la vie horrible. Mais ces gens-là sont dépressifs, tu vois. C'est insupportable de penser la vie comme ça, tu vois. Mais en fait, c'est que la vie pensée comme ça, elle marche plus. Elle marche plus, on peut plus réfléchir, on devient juste une machine à créer de la raison, à essayer de créer de la raison et à pas accepter finalement l'incertitude. Et à la fin, la finalité, c'est Jean-Jacques Rousseau. Donc j'aime bien le rappeler parce que il mérite de prendre un tir régulièrement. Mais ce que tu disais, franc-maçon, bah, voilà. Et donc Jean-Jacques Rousseau, sa vision, c'est que l'homme est bon. L'homme étant bon, donc par exemple moi je suis bon, tous les problèmes viennent de la société. Donc si quelque chose va à l'encontre de ce que moi je pense, ou de ma raison, finalement c'est la société qui doit changer. Et en se retrouvant comme ça, on invente le communisme, les woke, on invente toute cette suite-là, finalement, à partir de ce constat. Et ça fait aussi le constat que moi étant bon, la société étant le mal, les autres hommes, par rapport à ma raison, sont potentiellement le mal. Et donc, je vais pouvoir les forcer à changer, les forcer à être libres. Et donc, c'est quand même intéressant de revenir là-dessus parce que c'est une arnaque qu'on nous a servi depuis qu'on est petit, finalement, cette histoire de Lumière française avec Jean-Jacques Rousseau. Il était même pas très d'accord avec ses contemporains, d'ailleurs. Hein. Les Lumières françaises, c'est même pas un bloc monolithique, mais c'est quand même intéressant de rappeler ça.
Je sais pas si t'as un truc à dire sur lui, et sinon je peux mettre un tir au Mais protestant. en fait, non, mais, attends, Vas-y, je te vas-y, laisse charger après. ton fusil Après. le temps, je te laisse prendre la munition là, je te mets chambrer je laisse chambrer. Non, mais en fait, mais ce que tu dis, c'est exactement ça. Et quand t'as compris ça, tu comprends en fait aujourd'hui la dérive gauchisante, etc. Tu vois, tu peux vraiment comprendre leur logiciel de pensée, parce qu'en fait, à partir du moment, c'est ça que les gens faut absolument qu'ils comprennent, c'est qu'à partir du moment où l'homme n'a plus de nature à respecter, mais en fait a seulement une volonté en fait à faire valoir. Mais en fait, c'est là où tout bascule. C'est-à-dire que le corps va devenir juste un support, tu vois. Voilà, c'est le support de mes désirs. L'enfant, ça va devenir un projet. Vu que c'est juste un projet, mais en fait, qu'est-ce qui m'empêche de l'annuler, tu vois? Comme quand je monte une entreprise. La différence, les gens aujourd'hui, tu leur demandes, alors tu veux faire des enfants? Ce n'est plus vouloir créer un nouveau toi à partir d'un assemblage qui est issu de l'amour. C'est ouais, j'ai un projet d'enfant, tu vois. Donc il faut d'abord que j'ai le bâtiment pour loger mon enfant. Faut d'abord que j'ai les finances. C'est la même chose que monter un resto, tu sais. Ouais, faut que je trouve le local, faut que je trouve les financements, et ensuite faut que je trouve le business plan. Mais en fait, les gens, tu leur demandes, t'as un enfant? Ah ouais, faut que je trouve le local, faut que je trouve le financement, et en fait, faut que je trouve le business plan. Mais attends, et donc du coup, forcément, quand tu penses comme ça, pourquoi tu peux pas annuler ton projet d'enfant jusqu'au dernier moment? La mort, ça devient aussi une solution. En fait, tout part en couille. La famille, ça devient un contrat, on le voit bien. Tu vas à la mairie, tu signes, tu peux même mettre un contrat de mariage, etc. Tout devient matériel, très terrestre. Il y a plus cette entre guillemets magie spirituelle où où la beauté, en fait, la beauté ne peut naître que de ça. C'est pour ça que tout devient laid, en fait, tu vois. Et la liberté, et on n'a plus de liberté non plus, parce qu'en fait la liberté aujourd'hui, ça devient si tu veux la capacité à obtenir techniquement ce que l'on désire. La liberté, ça devient est-ce que je peux répondre à mes désirs, alors qu'avant la liberté, c'était justement me sentir beau, bien dans ma peau, malgré le fait que je puisse pas répondre à tous mes désirs. J'étais pas prisonnier de mes désirs, j'étais libre de mes pulsions, etc. Et aujourd'hui, ils ont complètement inversé le truc, et c'est pour ça que tout part en couille. Voilà, maintenant je te file la main pour que tu envoies ta cartouche. Ouais, donc juste pour revenir là sur ce que tu disais, la liberté, finalement, elle présuppose la responsabilité dans notre vision. C'est-à-dire que tu vas pas avoir le désir d'un enfant et tu vas pas vouloir faire un projet, comme tu dis. Tu vas accueillir un enfant, et à partir de là, tu vas avoir la responsabilité de prendre des choix selon le bien et le mal, selon ta bonne conscience, selon ta vision du monde objectif, la vision de tout le monde finalement, la vision héritée de tes ancêtres et tout. Et à partir de ça, du coup, de cette liberté de choix, tu vas accueillir un enfant et pas juste le désirer, essayer de pouvoir le cancel le dernier moment. Voilà, je suis assez d'accord, je te rejoins. Et je voulais mettre un tir aux protestants parce que c'est vrai qu'on comprend pas trop pourquoi je leur mets des tirs régulièrement, donc on va juste revenir sur la généalogie des idées. Imaginez, les catholiques, c'est l'héritage, et c'est finalement transmettre quelque chose, l'améliorer et le donner, le transmettre, etc. C'est une certaine verticalité, c'est quelque chose qui est indiscutable, qui est supérieur. Et d'ailleurs, indiscutable, c'est même assez faux pour les catholiques, puisque le catholicisme, c'est justement prouver Dieu par la raison avec Dieu, pas sans Dieu. Et donc c'est toujours faire des recherches, essayer de discuter du texte, d'essayer de voir qu'est-ce qui est le plus pertinent, pas le plus pertinent, mais à la fin, la finalité de ça, c'est que c'est pas toi qui décides tout seul dans ta chambre, c'est des gens qui ont dédié leur vie, et il y a une certaine verticalité sur ce qu'on fait tous. Et d'ailleurs, c'est cette volonté de raison à travers Dieu, etc., qui va donner la science, les universités, etc. Juste pour dire, le catholicisme, finalement, c'est une masterclass qu'on a oubliée. Et après, on a Martin Luther qui arrive. Martin Luther qui est pas si horrible que Jean Calvin, par exemple, et on peut comprendre des raisons historiques, etc. Mais en fait, on passe du paradigme de, finalement, la verticalité, on passe à un paradigme différent qui va être de réfléchir à la Bible soi-même. Et donc d'avoir une relation avec la Bible qui va être, je vous écoute pas, j'écoute pas tout ce que vous dites, c'est moi et ma Bible. Et après, si on commence à partir un peu plus loin, qu'on commence à prendre Voltaire, qui va commencer à ridiculiser un petit peu le concept de bien et de mal, etc., en faisant le personnage de Pangloss dans Candide, j'aime bien le dire parce que je me le suis tapé à l'école et c'était vraiment pas très agréable. Si vous voulez voir un bon counter
de Voltaire d'ailleurs, c'est Leibniz, voilà, Leibniz, mathématicien qui a inventé l'informatique en 1600 et quelques, donc vraiment très cool, et qui parle de bien et de mal. C'était très relié à l'époque, d'être mathématicien et philosophe, j'ai l'impression que c'était classique. Et donc ce que je voulais dire, c'est que on passe d'une verticalité, finalement d'un truc supérieur, à moi et ma Bible, donc moi qui décide avec ma Bible, je veux plus écouter les autres, et ensuite on passe avec Voltaire et Rousseau, etc. dans la lignée, finalement petit à petit, même si c'était pas d'accord sur tout, à moi et ma raison seule. Et donc on enlève Dieu de l'équation. Donc on passe de Dieu à moi et Dieu à moi tout seul sans Dieu. Et donc il y a vraiment une lignée là-dessus. Et donc le protestantisme, on mérite de rappeler ça là-dessus. Surtout que le protestantisme, en voulant se séparer de l'Église, ce qui s'est passé, qui est intéressant à rappeler, je sais pas si tu as déjà vu ça, mais c'est que finalement, historiquement, les protestants, en voulant combattre l'Église, ont placé au sein des pays catholiques les ennemis de la chrétienté tout entière. Ils ont placé les matérialistes, athées, les philosophes de lumière française, etc. Finalement, c'est eux qui ont gagné, c'est eux qui ont fait la révolution. Mais les protestants, ils les ont aidés à faire ça finalement en se battant de toutes leurs forces contre l'Église, et donc on se retrouve avec aujourd'hui l'ennemi du monde avec Dieu tout entier à la tête de tous les pays, parce qu'il y a eu des divisions entre protestants et catholiques, notamment les protestants qui voulaient se séparer de l'Église. Oui, non, mais c'est déjà c'est très bien expliqué, parce que c'est quand même un sujet qui est assez entre guillemets complexe à aborder, mais en fait surtout si je dois moi vulgariser de mon côté, c'est vraiment le entre guillemets le problème du protestantisme, c'est que vraiment on est passé à l'époque du catholicisme où on était un individu au sein d'un collectif et d'une communauté. Le protestantisme a dit non, en fait vous êtes un individu parmi d'autres individus, et derrière on s'est engagé dans une pente, pas de frein, et directement. Après, on est arrivé comme dans le précédent podcast que tu as fait avec entretien avec Lothar, où on a Louis XIV qui dit l'État, c'est moi, tu vois. Et en fait, petit à petit, après, ça ouvre des portes philosophiques et de réflexion au relativisme, à l'individualisme, au matérialisme. Et en fait, derrière, petit à petit, on descend. Et là, aujourd'hui, en fait, on est encore dans cette pente. Et on continue de descendre, et nous on est là, on se dit putain, en fait les gars, on a aucun moyen de freiner, et puis en plus on le voit, tout va toujours plus vite, parce que je sais pas si vous avez déjà essayé de démarrer votre voiture dans une pente, mais au début ça va tout doucement, et en fait plus on continue à s'engager dans la pente, plus la bagnole prend de la vitesse. Mais là c'est pour ça que les gens se disent ah mais attends, mais en 10 ans tout a été bouleversé. En 10 ans, il s'est passé des dingueries. Mais oui, mais en fait, c'est logique. Et là, dans les 10 prochaines années, ça va aller encore plus vite que ces 10 dernières années. C'est pour ça qu'aujourd'hui, pour moi, on ne pourra pas freiner. Vu qu'on n'a pas de frein, on ne pourra pas arrêter cette descente. Mais il est important dès aujourd'hui de se préparer déjà, de mettre sa ceinture de sécurité pour pas se flinguer au choc qui nous attend. Et derrière aussi, se préparer à sortir du véhicule, et surtout se préparer à remonter la pente pour aller rechercher un plateau de bien-être et de bonheur civilisationnel, quoi. Et ouais, et pour ça, on peut revenir à la vision qui nous a été transmise. Et notamment, j'avais une question pour toi, c'est est-ce que finalement le piège, ce serait pas de croire que l'homme n'a aucune limite? Et de ce fait, on pourrait essayer de rappeler finalement la vision moderne de l'homme, c'est-à-dire sans limite, je l'ai déjà fait longuement, tu l'as fait aussi, etc. Mais aussi la vision chrétienne de l'homme faillible avec le péché originel et le fait qu'on essaye de se canaliser. Je sais pas si tu peux nous parler de cette vision chrétienne, si ça t'intéresse. Alors, c'est-à-dire, j'ai pas bien saisi ta question, excuse-moi. En fait, c'est plus un constat qu'une question parce qu'on en a déjà parlé, mais c'est le fait que le piège de l'homme, c'est de penser qu'il n'a pas de limite. Ah oui. Et donc, que finalement, la vision chrétienne de l'homme avec des limites, de l'homme qui était un être faillible, imparfait, mais qui doit essayer d'aller pour le mieux, elle résout un petit peu le problème. Mais moi je pense pas que l'homme s'imagine ne pas avoir de limite, parce qu'en fait c'est impossible pour moi c'est impossible de penser ça, parce que si tu veux il suffit de saute du 4e étage, tu vas voir si ton corps il a pas de limite, tu vois. Ce que je veux dire, c'est que tous les jours t'as des petits rappels de la vie qui te dit fais gaffe mec, t'as quand même des limites. Moi là je pense, c'est pour ça que j'apporte cette nuance, mais je sais qu'on pense pareil, mais j'apporte cette nuance pour les gens. Le problème c'est que l'homme refuse d'avoir des limites, et donc par tous les moyens maintenant cherche à les pallier, à les repousser, à les supprimer, là où avant on disait ok, on a des limites, on les accepte. Et aujourd'hui, mais tu le vois, là on parlait tout à l'heure des boomers qui ont raté la transmission et qui ont flingué
Voilà, je vais pas rentrer dans les boomers, sinon je vais crier dans mon micro, ça va me tuer. Mais aujourd'hui, tu vois, mais même les boomers, mais même la génération, la Gen Z, je crois, je sais plus, je suis pas à jour des lettres de l'alphabet. Mais tu vois, en fait, tu le regardes, les gens ont un problème avec l'autorité. Regarde ce qui se passe au niveau des pères de famille aujourd'hui dans la société qui se font vasectomier à coups de pelle, qui se font castrer. L'homme n'a plus le droit d'être un homme parce que l'homme, en fait, incarne cette limite, incarne l'autorité et les gens sont devenus vraiment mais allergiques aux limites, allergiques à l'autorité et donc font tout pour essayer de la supprimer. Et ça, en fait, le problème, c'est que ça ne peut pas marcher. Parce que le cadre, c'est pour ça que moi je suis conservateur aujourd'hui, mais le cadre, les gens le voient comme une prison, comme un, coincé entre quatre murs. Ah, je peux pas sortir du cadre, c'est trop restreint. Non, moi je suis un homme libre, je suis un penseur libre, j'ai pas de limite, one life, etc. Mais en fait, le cadre, c'est pas ça. Le cadre, c'est un endroit sécurisé qui te permet, si tu veux, d'aller explorer, mais tu auras toujours une attache avec ce cadre et ça te permettra toujours d'avoir un point de retour. Si jamais tu te perds et que tu vas trop loin, tu pourras toujours rentrer dans ce cadre-là qui lui est sécurisé. C'est pour ça qu'il faut le défendre, ce cadre. Moi, j'aime bien l'imager, voilà, la défense de la tradition, des mœurs, de la morale, etc. C'est de la défense des limites, c'est construire un château fort. Mais après, rien ne t'empêche derrière de prendre ton canasson et d'aller explorer le monde. Mais tu sais que tu as ce château fort-là qui est solide et que ici, peut prospérer la famille, peut prospérer l'économie, peut prospérer ta communauté, mais c'est fondamental d'avoir une forteresse pour pouvoir se protéger de la pluie, tu vois, sans parler forcément des autres civilisations, hein, de la pluie, de la famine, etc. En fait, il faut un endroit où pouvoir se poser. Ou alors, une autre image que j'aime bien, c'est tu peux pas aller explorer les océans en tant que marin si t'as pas un bon port d'attache, tu vois, t'es obligé d'avoir un port d'attache. Et de toute façon, si t'as pas de point de départ, si t'as pas de point d'ancrage, t'es perdu en fait. Quand tu demandes à quelqu'un dans la rue, tu dis tu viens d'où, il te dit je sais pas, le mec, on appelle ça un mec perdu, tu vois. Donc en fait, les gens sont en train de tout supprimer par peur de la limite, par peur de l'autorité. Et ça, c'est un problème qui est vraiment profond, je pense, aujourd'hui, et qu'il faut remettre au goût du jour. Il y a pas de problème à avoir des limites. On peut les dépasser, mais ça évite d'aller trop loin, justement. Ça évite de passer le pas et hop, putain, ça y est, je suis tombé dans la pente. Non, le cadre, il te met à 10-15 mètres du début de la pente. Il te dit, ok, tu peux sortir du cadre, mais va pas trop loin, tu vois. Voilà. Puis surtout que le cadre, en fait, s'il n'est pas fixé par un héritage, une transmission, le filtre du temps, finalement tout ce qu'on trouve beau, bien, le supérieur, la transcendance, etc. Si c'est pas ça, le cadre, il va être fixé par les personnes qui pensent ou qui refusent leurs limites, tu vois. Les personnes qui refusent. Des personnes qui refusent leurs limites, ils vont vouloir te fixer un cadre à toi. Et ça va pas être un cadre hérité avec une volonté de sagesse, etc., de faire en sorte de faire le bien pour les hommes sur le long terme. Ça va être un cadre basé sur finalement l'émotion. Comme tu disais avant, c'est le fait que la tolérance c'est devenu forcer l'acceptation. Donc en fait le cadre ça va être moi ça me fait souffrir, moi ça me pose un problème et donc en fait je vais essayer de t'imposer un cadre à toi. Et donc ça va juste être un rapport de force constant entre différents cadres qui sont imposés par des gens qui pensent ne pas avoir de limites au lieu de se servir du cadre précédent qui était là pour la prospérité, le long terme, etc. Ouais, c'est exactement ça. En fait, c'est mathématiquement, logiquement impossible. Si personne n'a de limite, en fait, c'est impossible parce que tu finis par te monter dessus en fait, tout simplement, hein, tu vois. Donc clairement il faut revenir à cet esprit de limite, d'autorité et essayer de le ramener un petit peu au goût du jour, et c'est très important, et ça passe aussi par les accepter soi-même, parce que tu vois, par exemple, je prends le RN parce que moi j'aime bien, toi t'aimes bien envoyer des cartouches aux protestants, moi j'aime bien envoyer des cartouches au RN. Les maisons closes par exemple, tu vois. En fait, les mecs ils te défendent, ouais, la société va mal, il faut revenir à quelque chose de plus sain, etc. Mais en fait, quand on te dit bah oui, mais il y a une limite, on va pas rouvrir les maisons closes. Ah ouais, mais non, mais alors là non, là moi non, je suis pas d'accord. Non, moi je veux des putes, d'accord, je veux des putes, je veux pouvoir aller aux putes et je veux que ce soit démocratisé. Bah ouais, mais mec, tu vois là, c'est ça le problème, c'est qu'en fait tu t'incarnes pas ce que tu défends et c'est pour ça qu'on se fout de votre gueule à la télé parce que vous êtes plein de contradictions. À un moment donné, oui, ça fait chier, on peut pas avoir le beurre et l'argent
l'argent du beurre. À un moment donné, et on peut pas renvoyer le beurre, on peut pas renvoyer le beurre dans son pays, avoir le beurre et l'argent du beurre, tu vois. À un moment donné, il faut aussi accepter que on peut pas tout avoir. Il y a des limites, voilà. C'est comme ça. On va pas autoriser les putes parce que derrière, je sais que je veux pas qu'il y ait une dérive, une acceptation au niveau des générations qui suivent, de la jeunesse, que le libertinage sexuel c'est quelque chose de bon parce que je sais ce que ça produit sur la société. Les mecs, c'est les premiers à dire putain, la télé-réalité ça a flingué la jeunesse, la télé-réalité ça a donné OnlyFans, regarde maintenant OnlyFans ça a flingué la jeunesse, et tu leur dis ouais, on va ouvrir les maisons closes. Ah ouais, j'applaudis, bravo, c'est une super idée. Et en plus les mecs te disent quoi? Ils te disent ouais, dans les pays non mais en fait c'est là où tu vois que les gens ils sont complètement barges, tu vois. Mais c'est pas grave, on va petit à petit on va y arriver. Mais les mecs, il y a quand même des mecs qui m'ont sorti, mec, ils m'ont dit oui, les pays où ils ont réautorisé les maisons closes, ça a fait baisser le nombre de V. Mais t'imagines la mécanique de pensée, c'est les mecs, ça rendent même plus compte de ce qu'ils disent. Ça veut dire qu'en gros, tu dis, moi je voudrais que la fille de mon voisin soit pute pour éviter que ma fille à moi se fasse V, tu vois. Mais en fait, moi c'est pas la société que j'imagine, tu vois. Moi je veux qu'en fait il y ait aucune pute et qu'il y ait le moins de V possible, parce qu'on sait que c'est pas non plus, il y a pas de société où il y a pas de V, ça n'existe pas. Mais en tout cas, il faut une société où personne n'ait besoin de vendre son corps pour éviter que d'autres filles se fassent attaquer, tu vois. C'est pas comme ça que ça marche. Et puis peut-être qu'on peut aussi éviter les V en étant plus répressif. Tu vois, c'est une autre histoire finalement. C'est pas obligé de faire un trade-off à je vais vendre un tel et faire ci et faire ça. Il y a plein d'autres solutions. Et je trouve que Nayib Bukele nous les a très bien montrées. Donc allez tous voir le Salvador, c'est une masterclass. Tout à fait. Après c'est pas, il faut pas tomber non plus, tu vois. Mais faut garder aussi l'esprit de nuance. C'est très important parce qu'aujourd'hui on est de plus en plus dans le manichéisme. Mais parce que pour moi ça vient aussi du fait la pensée moderne est très matérialiste, très utilitariste. Et aujourd'hui, tu vois, tu prends une matière, tu la coupes en deux, c'est deux morceaux. Tu vois, c'est pas, il y a pas des liens entre la matière. Tu vois, les choses se séparent, c'est des liaisons, soit les atomes sont collés, soit ils sont séparés. Et donc les gens maintenant, la finalité de ça, c'est soit blanc soit noir, c'est le manichéisme au possible. Il y a plus d'esprit de nuance. Oui, il faut une forte répression, tu vois. Par exemple, le mec qui fait acte de barbarisme, qui se met hors civilisation, pour moi il faut qu'il aille consulter quelqu'un qui est capable de le juger correctement, tu vois. Donc là pour moi c'est ciao, merci, t'as fait ton temps, tu veux pas vivre avec nous, tu vas pas vivre du tout. Donc il faut une forte répression, il faut une capacité de pouvoir les attraper et de traiter les problèmes aussi, comme l'a fait Bukele. Mais après derrière, il faut aussi travailler sur le fond du problème, qui est le rapport aux pulsions, la capacité à se contenir, etc., etc. Ça n'empêchera pas qu'il y a des mecs qui n'y arriveront jamais. Mais donc dans ce cas-là, ces mecs-là, on les traitera avec le répressif, qu'il faut qu'ils soient à la hauteur du problème. Et ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais des fois, les gens s'imaginent que juste ouais, on va remettre la peine de mort, on va faire ci, on va faire ça, ça va régler. Non, le problème est quand même aussi au niveau de la morale et du spirituel, enfin du discernement du bien et du mal des gens, et de la capacité à contenir leurs pulsions, quoi. C'est vrai, et d'ailleurs c'est la différence entre le long terme et le court terme. C'est que sur le court terme finalement, beaucoup de répression, virer des gens, etc., ça marche bien. Par contre, si les valeurs elles sont foutues, ça va revenir plus tard. Et il y a un bon exemple avec ça, c'est la Chine. J'aime bien donner la Chine comme un super exemple de personnes qui ont tout compris en termes économiques. Et en fait c'est parce que le politique est séparé, c'est du libéralisme économique pour les entreprises, etc. Le politique est séparé et il a le pouvoir finalement de pas se prendre des lobbies et de pouvoir leur taper dessus si jamais il y a besoin. Mais le truc c'est que les Chinois, ils sont pas arrivés là parce que ils avaient une culture chrétienne, qu'il fallait mettre les hommes égaux dans la liberté de créer quelque chose, etc. Ils sont arrivés là parce que ça marche bien. Ils ont vu ce qu'ils faisaient là-bas les Occidentaux, ça marchait bien, donc on va faire ça en mieux, en mode stéroïde, parce qu'on a un objectif de domination en 2050. Mais en 2050, quand ils seront premiers, est-ce qu'ils vont pas faire quelque chose de totalement différent finalement ? Et c'est cette idée de se dire, ce qui compte, c'est finalement revenir aussi. Certes, il y a le système qui marche quand on est matérialiste. Voilà, bon, la liberté économique, ça marche. On fait la liberté économique en Chine, mais c'est de voir d'où ça vient et comment on peut faire perdurer ça avec notamment les valeurs, etc. Puisque la Chine, rien nous dit qu'ils vont changer totalement d'avis, qu'ils vont commencer à vouloir faire la guerre à tout le monde, etc. Même si ça marche. Dans les faits, ils font le truc qui marche, tu vois.
Tout à fait, et ça c'est un problème aussi qui est répandu dans notre génération, c'est que tu vois, les gens aujourd'hui ils voient tout par le politique. Je suivais un live hier là des méchants capitalistes avec le Guise que je salue d'ailleurs, et ils avaient invité un nouveau que je connaissais pas. Enfin, un nouveau joueur. En fait, je sais même pas s'il est nouveau, mais en tout cas, je ne le connaissais pas. Et ils ont eu ce débat sur la démocratie, sur le politique, etc. Et en fait, le Guise, lui, je suis un peu plus de son camp. Il expliquait que le politique ne résout pas tout, et la personne en face, je suis désolé, j'ai plus son prénom ni son nom, donc je suis désolé. Mais Je chercherai. mais lui était, je crois que c'est Lisandre Valétoile. Pouah, putain, je l'ai ressorti de nulle part là. Lisandre Valétoile, c'est un mec qui se lance là sur les réseaux, et j'ai pas suivi son contenu, donc je peux pas le valider, ce serait malhonnête. Mais en tout cas, de ce que j'en ai vu, ça avait l'air d'être quelqu'un de très cool. Et lui, par contre, il prônait le fait que on allait pouvoir se sortir de la crise par le politique. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Et ça, pour moi, c'est un mélange et une fausse illusion que les gens se donnent. Pour moi, le politique ne crée pas ex nihilo une civilisation. La politique, elle révèle l'état moral, elle révèle le spirituel, et surtout l'historique, le passé d'un peuple. Voilà. Mais avant la politique, il y a moi ce que j'appelle le pré-politique, et ça passe par la famille, par la religion, par les mœurs, par la mémoire collective, ce qu'on s'imagine être et ce qu'on a été, le rapport, ce que nous on considère vrai, ce qui n'est pas forcément le même en Chine. En Chine, ils ont leur propre histoire, leur propre mœurs, leur propre religion, leur propre façon de voir la famille, leur propre rapport au sacré, au sacrifice, etc., à la limite, au libéralisme, comme tu l'as dit. Mais ça, c'est le pré-politique. Et en prenant en compte ce pré-politique qui, lui, pour le coup, est les fondations de la civilisation, on vient y mettre le politique pour essayer d'organiser et de protéger tout ça, et de manière à ce que ça marche. Mais le problème, c'est que les gens font la confusion et pensent qu'on va sortir de la crise par le politique. Non, la crise, elle est beaucoup plus profonde elle est beaucoup plus profonde que juste la résumer au politique. C'est d'abord une histoire vraiment de pré-politique, de famille, d'école, de mœurs, etc., quoi. Voilà, je ne vais pas me répéter. Tu vois, je pense qu'il y a un homme finalement fort qui reprend le contrôle et qui va changer les choses politiquement, etc. C'est une bonne correction. Mais je te rejoins sur le fait que long terme, en général, ça change pas tout. Et ça peut être un bon moyen de corriger quelque chose qui part totalement en couille, mais il faut faire le travail de se reposer les questions. C'est quoi notre idéal, finalement, et vers où on va? C'est quoi le projet? D'où on vient? De remonter à la racine des problèmes, donc par exemple tout ce qu'on a fait aujourd'hui en parlant de valeurs, etc. C'est aussi ce que j'essaie de faire dans le livre que j'écris, et ça va prendre du temps, il va pas sortir tout de suite, mais j'ai mis la liste encore, je vous le retire en description. Je vous arrête tout de suite. Si le livre dont je vais parler vous intéresse, sachez qu'il y a un lien en description. Vous pouvez aller cliquer pour vous inscrire à la liste d'attente. Ça me soutient, ça vous permet d'être tenu au courant, et ça permet aussi de motiver l'éditeur. Faut savoir que j'essaye de faire un vrai idéal de droite de A à Z. Il y a plus de 50 auteurs résumés, il y a plus de 2000 ans d'histoire. C'est ultra compliqué, mais il nous faut absolument ça si on veut avancer sur le terrain des idées de manière sérieuse. Merci à tous ceux qui vont s'inscrire. On reprend. C'est d'essayer de remonter la racine de tous les problèmes et de sortir de ça un idéal. Parce que sinon, on va corriger les problèmes, super, et ils vont revenir instantanément si les valeurs sont pas là, si on n'est pas remonté à la racine d'où ils viennent, etc. Et le problème, c'est que pour nous, quand même, en France, ça fait 200 ans et quelques quoi qu'on est foutu. On n'est pas foutu, mais ça fait longtemps, et donc il y a vraiment un gros travail à faire. Il faut revenir assez loin. Voilà, je m'y attelle, mais c'est compliqué cette histoire. Mais c'est en fait les gens, la politique c'est l'ostéopathe, si tu veux. J'ai mal au dos, allez, il va aller me faire craquer, c'est bon, c'est une correction. Pendant 2-3 jours, je vais être bien, je vais me dire oh putain, on est bien, j'ai le dos libéré. Ouais, mais en fait, ce qui me donnait mal au dos, c'est que je scrollais avec le cou tordu comme un cornichon là, 6 heures par jour. Bon ok, il m'a recraqué le dos, mais si je continue à scroller 6 heures par jour, je vais avoir mal au dos, et donc je vais redemander aller à l'ostéopathe. Et en fait, petit à petit, il va y avoir une accoutumance, et je vais avoir de plus en plus besoin de l'ostéopathe. Le pré-politique, les mœurs, la tradition, c'est pour moi ce qui est le ciment civilisationnel, c'est le kiné. Il va vous rééduquer, et puis surtout c'est la discipline intérieure. C'est-à-dire que chaque personne se prend en main, on revient sur la responsabilité, et décide de faire les choses en sorte
que la société va vers le bien. Et donc, j'arrête de scroller 6 heures par jour. Et donc, qu'est-ce qui se passe? J'ai beaucoup moins besoin de l'ostéopathe. Parce que ça, c'est un truc, les gens se disent, oui, les libéraux qui sont vraiment très axés dans le biais économique, enfin qui par le prisme économique, oui, l'État est trop puissant, l'État est partout, etc. Mais en fait, c'est pas en enlevant l'État que ça va. Là, demain, on enlève l'État, ça va repartir en couille. Parce que quand le pré politique s'effondre, c'est là où en fait le politique il y a deux solutions, soit il devient impuissant, soit il devient complètement brutal. Donc soit l'État va commencer à compenser partout en faisant des redistributions bizarres, en mettant des lois sur des lois, etc. et il va devenir complètement tentaculaire, soit il va laisser tout dériver. Or, aujourd'hui, le problème, c'est que on est dans un pays développé et donc l'État a été accaparé par des gens qui sont des psychopathes, si je veux un peu exagérer, non, mais qui sont très attirés par le pouvoir et donc il a été pris un peu en otage. Mais concrètement, le politique, c'est la discipline extérieure. Mais en fait, si il y a plus de discipline intérieure, mais en fait, on aura de plus en plus besoin de cette discipline extérieure. Mais ça, à un moment donné, les gens vont essayer de gruger, tout simplement, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Et donc, ouais, on va essayer de contenir, mais à un moment donné, ça va s'effondrer, ça ne marchera plus. Il faut d'abord revenir à quelque chose de beaucoup plus concret et incarné à l'échelle individuelle, en pensant au collectif. Et c'est ça qui est très difficile aujourd'hui à mettre en place, parce que esprit matérialiste, modernisme, les gens sont très attachés à leur petit confort. C'est ça le matérialisme, hein. C'est penser que le confort vaut plus que tu vois, par exemple, je préfère aller me regarder une belle série de Netflix plutôt qu'aller prier. Mais c'est de l'esprit matérialiste. C'est-à-dire que je pense que la série Netflix, en la regardant sur mon canapé, va plus m'apporter et plus important que d'aller prier. Tu vois, donc je mets le matériel, le terrestre avant le spirituel. C'est ça, hein, ce que j'appelle l'esprit matérialiste. C'est très important de le comprendre. Et parce que à partir de là, les gens, en fait, ont du mal un petit peu à se séparer de ça, et c'est ce qui fait qu'on a du mal à passer la marche, la petite marche qu'il faudrait pour aller rechercher de la tradition et des mœurs beaucoup plus ancrées. Et ça, c'est clairement un problème, quoi. T'as parlé au début de ce que tu nous racontais, de libéralisme économique, et j'aimerais revenir là-dessus sur un point, parce que finalement, les libéraux économiques classiques, donc si on prend l'affiliation de l'école autrichienne, si on prend Bastiat, j'ai fait une vidéo sur Frédéric Bastiat, c'est vraiment incroyable ce mec, et je sais pas si tu connais, mais c'est vraiment un penseur incroyable, catholique, français. Je connais, mais là je suis en train un peu de me pencher sur le sujet parce que j'ai des lacunes en économie et que j'ai envie de les combler. Et du coup, j'ai regardé ta vidéo sur Frédéric Bastiat là et c'était excellent. Voilà. Bah merci. Et ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que les libéraux économiques classiques sont très souvent pas du côté matérialiste, ils sont du côté croyant, ils sont du côté conservateur économique. Parce que le libéralisme, si on entend la notion de Voltaire, si on entend en fait le libéralisme comme le libéralisme de la Révolution française, il y a une distinction à faire, c'est que ce libéralisme-là, c'est un libéralisme mental, c'est un libéralisme moral, c'est un libéralisme de la discussion permanente, du rapport de force, du relativisme, et donc en fait c'est exactement tout ce qu'on combattait précédemment. Et ce libéralisme qui s'est imposé pendant la Révolution, qui est moral, qui est le fait que tout se vaut, etc., c'est lui qui va mener par la suite au socialisme, au communisme, etc. Donc il y a finalement un libéralisme, le mot veut pas dire grand-chose finalement, parce qu'il y a un libéralisme qui mène à tout ce qu'on n'apprécie pas, mais le libéralisme économique classique, donc celui de Bastiat, celui des libertariens, celui de l'école de Salamanque, celui de Adam Smith, de Thomas Sowell, etc., ça c'est un libéralisme qui a pour prérequis finalement la croyance, qui a pour prérequis la vision du monde qui marche bien. Et d'ailleurs le concept même d'harmonie économique, donc de se dire laisser faire les gens, etc., c'est un concept qui requiert de croire dans le fait que l'harmonie économique va exister. Et justement quand on ne veut pas croire à des choses comme ça, on va se retrouver à avoir finalement je veux décider pour les autres avec ma raison seule. Donc c'est assez marrant, c'est que au final les libéraux économiques qui défendraient le libéralisme moral aussi, ils sont dans une contradiction, puisque la plupart des gens qui défendent le libéralisme économique tel que l'État est
est moins tentaculaire, mais plus puissant sur le respect de la justice, ils ont besoin de ce mode de pensée conservateur pour que ça marche, et de croire que le monde est bien fait, Dieu, Bastia était catholique, il y a pas mal d'autres penseurs qui étaient protestants, ça a apporté notamment le déracinement, l'atomisation des gens, etc. Là où chez les catholiques, on se dit que finalement, cette liberté en fait, cette liberté, elle vient de la morale et de Dieu, qui après est fait respecter par l'État. Donc l'État protège les gens pour qu'ils puissent avoir leur liberté à eux et leurs responsabilités. Et dans une vision catholique, les gens se rassemblent en groupe, ils s'aident, etc. Donc j'ai fait un petit développement là-dessus, mais c'est juste pour expliquer que le mot libéralisme, des fois, il veut un peu rien dire. Donc ça peut être soit le libéralisme économique classique qui requiert d'être conservateur, ou alors le libéralisme qui est celui de Voltaire et qui est moral et qui a donné toute la suite des choses qu'on défendait pas jusqu'à maintenant. Voilà, petit rappel. Ouais, c'est très important. Il faut vraiment s'atteler à mettre la distinction dans l'esprit des gens, parce que moi, le premier, avant vraiment que je m'intéresse et que je me pense sur le sujet, je faisais pas bien la frontière entre libéralisme moral et libéralisme économique, tu vois. Et les gens le font pas. Déjà, il faut quand même rappeler que moi, c'est pour ça que je suis pas forcément pour une démocratie, mais la plupart des gens s'intéressent pas à ce genre de sujet. Et la plupart des gens, pour eux, tu leur parles de libéralisme, c'est pour eux être libéral, c'est se faire trousser sa gonzesse en boîte de nuit au Cap d'Agde, tu vois. Ils ont aucune, ils savent pas du tout que ça se rapporte au moral ou à l'économique, quoi. Ou alors ils vont penser à Shein, Amazon, en fait finalement Macron, toutes les grosses boîtes qui vont pouvoir faire du lobbying à l'État étant socialiste, qui a de l'argent pour faire des subventions, des trucs comme ça, des normes, parce qu'il t'a volé, et donc en fait c'était pas libéral économiquement du tout, et c'est compliqué parce qu'on mélange tout avec les mots, et c'est pour ça que j'essaie d'écrire un livre, parce que moi aussi comme toi, il y a quelques mois j'avais pas tout compris, j'étais complètement perdu, et en me plongeant dans le sujet, je me suis dit mais c'est fou, il faut relire des mecs d'il y a 200 ans, ils avaient tout compris, et nous on est complètement cons, il serait temps de les ramener quelque part, tu vois. Eh oui, complètement. Et d'ailleurs, c'est aussi, ça se pose à l'inverse, tu vois, de la mentalité gauchiste qui est moderne, qui les gens pensent que on est les plus intelligents du monde, tu vois. Et alors qu'ils sont même pas capables de comprendre un tiers des livres écrits il y a 200 ans, tu vois. Mais c'est pour ça qu'il faut renouer avec ce passé. Et ça c'est la philosophie conservatrice qui est très importante. Les gens aujourd'hui ils veulent avoir Internet, mais ils refusent de se brancher au câble Ethernet, tu vois. Oui, mais à un moment donné, il faut avoir un lien avec ce qui s'est passé avant, parce que ces gens-là n'étaient pas cons, et au contraire même ils étaient beaucoup plus intelligents que nous. Et c'est d'ailleurs pour ça peut paraître un petit peu peut-être présomptueux, hein, écrire un livre, voilà. En fait, mon livre, c'est juste regrouper 50 mecs qui ont tout pensé, condenser et les transmettre aux gens pour qu'ils puissent avoir un accès à leurs connaissances condensées. Mais moi, dans cette histoire, je suis que là pour transmettre. Et donc, c'est quand même assez marrant de voir la différence finalement d'arrogance philosophique ou d'humilité philosophique qu'il y a entre ceux qui pensent tout savoir et ceux qui se disent mince, transmettons ça là, ils avaient tout compris. Et j'ai une question pour toi, pour sortir un petit peu de ça. La question, donc, c'était pour parler de la crise politique, on a déjà pas mal répondu, mais la question que j'ai encore, c'est est-ce que selon toi, l'Occident peut revenir sans le sacré ? Tu nous as déjà un peu répondu, mais qu'est-ce que tu dirais par rapport à cette notion de sacré, cette notion de spiritualité finalement ? Alors, pour pas brusquer les gens et qui comprennent bien le propos que je veux leur donner, oui, l'Occident pourrait revenir sans sacré, mais, et c'est là la nuance très importante, c'est pas durablement. Voilà, c'est à peu près ça revient à peu près à ce qu'on disait depuis le début. Oui, ça va être un petit pic de retour, ça va être une illusion de retour, mais pas durablement, parce que une société ne peut pas et ne tient pas, à mon sens, seulement par l'intérêt, qu'il soit économique, commercial, individuel et compagnie. Elle tient la société parce qu'elle se met, en fait, par ceux qu'elle met au-dessus d'elle-même, par le supérieur. Et pour moi, ça c'est et donc le spirituel, le sacré. Et ça c'est très important pour moi. Et la notion de sacré, souvent les gens l'associent trop au religieux. Il y a une espèce d'amalgame qui se fait. Alors oui, le religieux est sacré, mais il faut vraiment comprendre que le sacré, c'est
c'est pas d'abord du folklore religieux, c'est surtout ce qu'une civilisation va considérer comme non négociable. Hein. Quand on dit ah non, on touche pas à ça, c'est sacré, c'est ça que ça veut dire. Voilà. Qu'est-ce qui est non négociable? Et en fait, le problème aujourd'hui au occidental, qui vient vraiment de loin, c'est qu'à partir du moment en fait où l'Europe, pour moi, a commencé à se fragmenter spirituellement, donc comme on a dit pour par exemple avec le protestantisme. Et puis derrière, comme tu l'as très bien expliqué, avec le côté, l'émergence, l'absolutisme en fait de l'individu, hein, vraiment voilà Voltaire et compagnie. Et puis en fait, a commencé la suite logique à croire qu'on pouvait reconstruire l'ordre social sur juste moi ce que je pense, moi ce que je désire et compagnie. Et bien en fait, on a progressivement sapé les conditions de la continuité. On a fait une rupture avec le passé et ça c'est pas possible. En fait, on a du fruit et on a coupé les racines parce que on trouvait qu'on pouvait pas déplacer l'arbre. Et là maintenant, on se dit putain, les feuilles commencent à caner, l'arbre ne fait plus de fruits, commence à mourir, je comprends pas. Mais oui, mais parce qu'en fait, t'es en train de déplacer l'arbre alors qu'il était bien dans sa terre, tu vois. Donc oui, le sacré est obligatoire pour moi pour revenir durablement sur le devant de la scène et dans une civilisation saine. Et d'ailleurs, ça me fait penser, ici au Japon, les gens diraient oui, le Japon c'est pas un pays très spirituel, parce que du coup je suis au Japon. Ça peut être aussi en Chine, on pourrait se dire c'est pas un pays très spirituel, etc. Mais est-ce que c'est pour autant, enfin pas un des pays très religieux plutôt, mais est-ce que c'est pour autant qu'il n'y a rien de sacré? Et c'est là où il y a toute une nuance. Par exemple, en Chine où ils ont carrément voulu virer les religions. D'ailleurs, fun fact, ça n'a rien à voir, mais la Chine sera sûrement le plus grand pays chrétien en termes de nombre de croyants dans les prochaines années. Donc voilà. En même temps, ils sont très nombreux. Incroyable. Et il y a une grosse croissance. Mais la Chine a gardé, même si elle ne se base pas sur la religion, le sacré dans la figure de Mao. Mao qui pourtant a fait des dingueries, etc. Mais au final, la figure est sacrée, il y a des portraits partout, c'est indépassable. Pareil pour le président actuel, Xi Jinping. Président très probablement à vie. Je sais pas trop comment c'est fait, mais oui, dans l'idée c'est ça. Et il doit avoir des portraits et tout, c'est sacré. Pour le Japon, il n'y a pas trop de questions religieuses en termes politiques. En plus, ils se sont basés depuis 1800 et quelques, ils étaient venus copier un petit peu ce qu'avaient fait les Européens pour essayer d'avoir un système qui fait de la croissance. D'ailleurs, ce qu'ils ont viré, c'est tout le système de classe sociale. Ils sont revenus finalement à la phrase l'homme égale face à Dieu. Donc c'est assez marrant, ils ont mis tout le monde sur le même palier et du coup ils ont fait une croissance économique de fou vers 1800. Et le truc marrant avec le Japon, c'est aussi que finalement la famille royale japonaise, elle est sacrée, elle est indépassable depuis moins 600 avant Jésus-Christ, c'est la même lignée. Tu vois. Et donc il y a toujours du sacré. Et nous le problème c'est que quand on a fait la révolution, etc., le but c'était de ruiner le sacré. C'est quand même un changement brusque par rapport à l'état du monde. Et j'étais en train de lire, d'écouter aussi Edmund Burke. C'est un Anglais qui analysait un petit peu. Je sais pas si t'as vu aussi, mais moi je suis burkien, donc j'essaie de le franciser un peu parce que sa pensée est très anglais centré, anglais centré, mais il a tout compris avant tout le monde. C'est le père du conservatisme. Exactement. Et il parle justement de ça, du fait que la Révolution française, c'est une rupture complète, parce que c'est pas une révolution juste où on replace un petit peu, on recadre, on fait des choses. C'est vraiment, on ruine le sacré, quoi. On crache dessus, on bute des gens, on va à Saint-Denis, on prend les rois, on les déterre et on fracasse leurs ossements, quoi. Je sais pas si on se rend compte de la violence du truc. Donc voilà, c'est quand même une vraie scission avec le monde entier. Et qui après s'est propagée partout. C'est d'ailleurs ce qu'il explique très bien et qu'en fait cet esprit révolutionnaire ne peut pas se cantonner aux frontières de la France parce que et c'est exactement ce que sont les mondialistes aujourd'hui. Cette politique-là est universaliste et donc de facto elle doit s'adapter à tout le monde. Et en fait le français est un universaliste. Et donc son désir personnel doit être universel et donc le réel doit s'adapter à son désir personnel et donc de manière plus abstraite l'esprit révolutionnaire français est universel donc doit être vrai partout dans le monde et donc dès lors que un pays ne fonctionne pas comme lui et se réfère au sacré, alors il est illégitime. Tu vois, les rois, les dictateurs dans le Moyen-Orient, mais on le voit très bien Occident-Orient, tu vois, la rupture entre le monde occidental et le monde oriental. Il y a vraiment cette rupture-là parce que, en fait, cet esprit révolutionnaire français s'est propagé après en Europe, notamment grâce à Napoléon, quoi. Mais bon, bref. Et mais en fait, tu peux nous expliquer vite fait ou
Napoléon. Oui, parce que alors je fais ça vite fait, mais en gros, ce qui s'est passé, c'est que la franc-maçonnerie est partie d'Angleterre, du monde anglo-saxon, est arrivée en France, et en fait elle a muté, parce que la franc-maçonnerie de base, alors je me fais souvent attaquer par les francs-maçons de droite, mais bon, vous êtes quand même des hérétiques, mais vous êtes, on va dire, moins chiant que le Grand Orient de France. Et en fait le Grand Orient de France, c'est vraiment l'héritier des Lumières, et si tu veux, la franc-maçonnerie, c'est offrir des espaces de spiritualité et de réflexion philosophique hors cadre catholique aux philosophes des Lumières, et donc ça s'est un peu accouplé, ça a fait une espèce de chimère là, une espèce de mutation, et ça a donné la franc-maçonnerie moderne qui a fait qui a pour grande ligne le relativisme moral, l'universalité, etc. Et en fait, par sa conception même qu'est la franc-maçonnerie, c'est-à-dire on ne connaît pas l'identité des membres, ils se doivent assistance entre frères, et ils se forment entre élites. Donc, c'est-à-dire que vous prenez votre collègue, vous le faites monter à un poste important, etc. Et donc, si vous voulez, il y a une espèce de comment dire, c'est une répartition tentaculaire sur tous les postes à haute responsabilité, etc., qui permet d'avoir un espèce de pouvoir et une influence politique sur le long terme, et efficace et administrative. Et ça, c'est ce qui a permis du coup la mise en place de la Révolution française. Pas que ça, mais grandement. D'ailleurs, Robespierre l'avait bien compris, puisqu'après il a décidé de les dézinguer, parce qu'il s'est dit, tu sais, c'est comme quand tu te mets en couple avec une femme qui était mariée. À un moment donné, tu te dis, putain, est-ce qu'elle va pas me faire la même chose? Donc Robespierre s'est dit, mais maintenant c'est moi le boss, donc je vais dézinguer les francs-maçons avant qu'ils me renversent. Bon, du coup pendant 2-3 ans ils ont pris cher, mais ils se sont vite remis en forme. Et Napoléon, dans son grand génie, parce que c'était quand même un génie, on peut lui reprocher plein de choses, mais en tout cas on peut pas lui reprocher d'être un génie à son niveau, s'est dit, en fait c'est super utile pour contrôler et administrer un pays, la franc-maçonnerie. Et donc il s'est appuyé sur la franc-maçonnerie. C'est pour ça qu'il y a une espèce d'amalgame. Beaucoup de gens aujourd'hui pensent que Napoléon était franc-maçon. Il n'y a aucune trace historique qui le prouve. Mais par contre, ce qu'il a mis quand même ses frères, sa famille à la tête de certaines loges. Et à chaque fois qu'il allait conquérir un pays en Europe, il foutait une loge et la franc-maçonnerie dans ce pays-là pour justement avoir un contrôle et une influence politique sur le pays lui-même. Et donc un peu à la manière d'un Covid-19, il a réparti la franc-maçonnerie partout en France. Il leur a montré comment se structurer administrativement, parce que lui c'était boss pour ça. Il leur a montré comment résister. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a après derrière tous ces systèmes de connivence et de coopération un peu chelou, Epstein, franc-maçonnerie et compagnie, qui font que mondialistes, voilà, tout ça après se met en relation. Ils ont pas forcément, ils ont des divergences, mais ils ont des intérêts communs. Ils ont pas la même passion, mais ils ont le même maillot. Non, ils ont pas le même maillot, mais ils ont la même passion, pardon. Et donc du coup, c'est comme ça que ça s'est structuré en Europe, quoi. Et juste pour revenir du coup sur le truc universaliste, cet esprit universaliste et révolutionnaire de facto veut s'expandre. C'est pour ça que l'Occident est très agressif sur les dictatures. Tu vois par exemple ce qui se passe en Iran, ils ont flingué les mollahs, ils ont flingué Khamenei, qui était quand même pour les musulmans chiites l'équivalent du pape pour les catholiques, tu vois. Et nous, on le reconnaît pas. Pour nous, il est illégitime. Pour nous, c'est un dictateur. Et en fait, c'est vous, on dit oui, les Français ne voient la politique et la géopolitique que par le prisme français. Mais oui, parce que ils ne s'imaginent pas qu'un autre système puisse exister, puisque leur système, par essence, est universaliste et donc doit s'appliquer à tout le monde, tu vois. Donc en fait, ils ne peuvent pas rentrer dans leur système de pensée que au Moyen-Orient, ils ont un pape qui s'appelle Khamenei et qui est donc islam chiite, tu vois. Et donc pour eux, il faut libérer ce peuple parce que vu que leur système est universaliste, quand ils seront dans leur système, ils seront beaucoup plus heureux. Et c'est ce qui se passe partout au monde. Et donc c'est pour ça que l'Occident essaie de détruire le sacré et qu'il y a vraiment cette rupture entre l'Orient et l'Occident. Et donc pour finir, je reviens à toi, t'inquiète pas, je te rattrape. Et c'est là où qu'on voit qu'en effet, c'est pas parce qu'on n'a pas la même religion, c'est pas parce qu'on n'a pas la même foi que l'Orient n'est pas forcément relié au sacré. Et donc tu as donné tes exemples au Japon, en Chine, etc. Et c'est très vrai. Et aujourd'hui, ce que les gens comprennent pas, c'est qu'en Occident, la seule entité qui est capable, qui a, on va dire, l'historique nécessaire, la structure nécessaire, l'enseignement nécessaire et la profondeur spirituelle nécessaire pour ramener l'Occident justement avec ce lien au sacré, la seule entité, c'est l'Église catholique. Aucune autre entité ne peut réussir à, en Occident, rétablir la tradition comme le peut l'Église catholique. C'est pour ça que même si vous n'êtes pas croyant, même si vous êtes athée, il faut que vous défendiez l'Église catholique. Voilà, je te relaisse la main, désolé pour ce long tunnel.
Pas de souci, c'était vraiment très intéressant. Et d'ailleurs, pour revenir sur l'Église catholique, ce qu'il faut quand même préciser, c'est que oui, il y a le sacré partout, mais en plus d'avoir notre sacré à nous, on a le meilleur. C'est-à-dire que si on regarde historiquement, on a le plus durable, le plus pertinent, celui qui apporte le plus de bien tel que nous on le voit. Finalement, même pour les universalistes, ils peuvent pas s'empêcher d'avoir des réflexes catholiques quand ils pensent ou quand ils font du bien. C'est les valeurs chrétiennes devenues folles. Et en fait, on a ce système qui est pas juste un sacré parmi tant d'autres comme pourrait l'être Mao, voilà, en Chine. On a Jésus-Christ. On a le modèle de l'homme parfait, le boss. Non, franchement, il faut le rappeler parce que c'est pas juste il faut un sacré, voilà, ça fonctionne. C'est il faut un sacré et on a le meilleur et il s'est fait dézinguer exactement comme c'était prédit dès le départ, tu vois. Donc c'est quand même le modèle finalement biblique. Donc c'est quand même très intéressant. Ça pourrait nous mener assez loin finalement cette discussion, mais j'ai envie de recentrer un petit peu et de te demander. Face à tout ça, face à tout ce qu'on a vu ensemble, qu'est-ce que tu dirais qu'il faut faire à notre échelle individuelle ? Ben, ça c'est vraiment un sujet qui est important parce que entre les gens qui sont fatalistes, qui se disent bon il y a plus rien à faire, c'est foutu, entre les gens qui sont utopistes, qui se disent non mais on va voter Sarah Knafo et elle va remettre le libéralisme au goût du jour, pourquoi ? Pour 10 ans, pour après refiler le bébé à un mec qui va tout rendre socialiste. Enfin bon bref. Il y a quand même quelque chose à savoir, c'est que pour moi, la résistance, elle commence vraiment au moment où on arrête de commenter. Voilà. Bon, moi, vraiment, c'est toujours à peu près la ligne que je tiens. C'est un appel à l'incarnation. Et déjà, comme je l'ai expliqué, il peut pas exister exister de discipline à l'échelle de la société si déjà ça part pas de l'individu. Et quelqu'un qui est droit. Alors attention, je dis pas qu'on peut pas faire des erreurs, hein, c'est le principe, c'est d'ailleurs l'essence même du catholicisme. Hein, on est tous pécheurs, voilà, on peut tous faire des erreurs. L'important c'est de prendre en responsabilité. Ok, j'ai fait de la merde, j'ai volonté de réparer, j'ai volonté de faire pénitence, j'ai volonté de progresser. Je peux rechuter, c'est pas, on te demande pas d'être parfait dans la minute, mais c'est d'avoir cette démarche-là de progression constante. Et donc déjà de commencer par nous. Hein, par balayer devant sa porte, essayer d'incarner, de pas aller au pute si tu dis qu'il faut que la société aille mieux et retrouve des mœurs et une morale un peu plus traditionnelle. Bon, bah essaye d'incarner ça, essaye de montrer peut-être par l'exemple aux gens que ça existe et que c'est attirant, tu vois. Et souvent les gens vont essayer d'attaquer le modèle. Tu vois, si tu vois, moi aujourd'hui je suis père de famille, je suis dans un modèle assez traditionnel, etc. Et les gens vont venir, oui mais ça et si, tu sais, ils essaient de tester parce qu'ils se disent non mais c'est trop beau, ça peut pas exister. Et en fait, il faut être honnête. Ça aussi, c'est ce que je disais dans la vidéo sur le catholicisme, ma conversion. Et je disais, il faut être honnête. Il faut pas dire non mais moi tout est parfait, je suis parfait, c'est toi qui es une merde, tu manques juste de volonté. Non, oui mais non, c'est pas parfait. Regarde, je galère. Mais en tout cas, j'ai un idéal que je poursuis et ça me donne une motivation et ça me permet d'être plus fort dans les moments faibles et ça me permet d'être plus humble dans les moments forts. Et petit à petit, la chose, elle se construit. Donc moi, je pense qu'il y a deux échelles. Le premier, c'est individuel, donc c'est soi-même, faire preuve de discipline, de cohérence, de refuser de se laisser aller, de se laisser crever. Et la deuxième échelle, c'est vraiment au niveau du foyer, construire une famille. Parce qu'en fait, les gens veulent tout de suite agir au niveau de l'État, au niveau de la politique. C'est un système, c'est abstrait, c'est du politique, ça vient après nous. Donc d'abord, faites des foyers parce que une nation, c'est d'abord des milliers de familles qui vivent ensemble. Donc il faut d'abord reconstituer ces familles-là et c'est de là que sortira la discipline, la transmission, les valeurs, etc. C'est le premier lieu de transmission, quoi. Et je te rejoins sur le fait que, en fait, on dit pas que tout est parfait, parce que c'est justement ça qui fait la différence entre nous et les volontaristes de gauche, finalement. C'est qu'on dit tout n'est pas parfait, mais nous on a ça, on l'a hérité et on veut le transmettre parce que ça permet finalement d'aller plus loin, de transcender finalement l'existence. Et d'ailleurs c'est assez marrant, mais un petit exemple qui a pas trop de rapport, mais quand les Français ont des familles solides, etc. et la religion catholique, ça donne des cathédrales. Aujourd'hui le pays, la France, c'est un des pays les plus touristiques du monde. C'est pas pour venir voir des mairies socialistes. Donc
ça ramène quand même au réel de se dire on fait des familles parce qu'on hérite de quelque chose, on transmet, et de ça peut naître finalement toute la grandeur, la beauté de notre civilisation et tout le bien qui va avec, tout le fait que les gens vont faire plus de charité, etc. Après, je dirais quand même que il faut incarner, effectivement. Mais c'est pas pour autant qu'il faut chier sur Sarah Knafo. Oui, mettons ça. Non, mais oui, je pense pas que ça va tout résoudre, effectivement, la politique. Mais si on a des alliés objectifs dans le fait d'avoir un peu plus de libéralisme, pourquoi pas. Mais c'est vrai que c'est pas ça la solution. La solution, comme tu dis, c'est des familles, la culture, etc. Et c'est quand même intéressant à souligner. Je trouve que tu as très bien résumé quoi faire à notre échelle. Et je voulais te demander à toi, plus personnellement, comment, en tant que père de famille, maintenant, tu t'occupes de la transmission, ou alors comment tu as prévu de t'occuper de la transmission pour la suite? Oula, ouais, gros sujet, donc je vais essayer de faire court. De toute façon, c'est un sujet que je vais aborder. Je pense que j'ai une idée de comment l'aborder, donc allez, je fais preuve de manque d'humilité, mais je pense que je vais sortir une masterclass sur le sujet. Juste avant, je reviens sur le truc. T'as tout à fait raison. Faut pas non plus être des tocards complètement aigris. Ah, non, mais Sarah Knafo, c'est une merde et ça, c'est une merde. Je l'ai présenté comme ça, c'est vrai que ça aurait pu être interprété comme ça, t'as bien fait de faire la précision. Non, mais la priorité, c'est à votre échelle, à l'échelle de votre famille, mais après, ne soyez pas des radicaux, dans le sens, ouais, mais si elle incarne pas à 100% ce que moi je défends, c'est que c'est une merde. Prenez ce qu'il y a à prendre aussi, quoi, hein, voilà. Mais Il faut, si je peux faire une petite précision, il faut être radical sur ce qu'on pense et sur ce qu'on veut faire dans notre vie. Par contre, il y a quand même pas mal de gens de bonne volonté sur lesquels les renier par principe, parce que voilà, je renie parce que c'est pas parfait à 100%, c'est un peu con. Mais oui, il faut être quand même radical dans sa vision à soi. ah ben oui, non, mais surtout c'est la pire chose à faire. C'est la pire chose à faire. En fait, mais c'est encore une fois, ça rejoint un petit peu l'esprit catholique. Il y a une vérité. Moi, je crois en ce que je fais et en ce que je dis, mais par contre, c'est ouvert à tout le monde. C'est-à-dire que c'est pas parce que le mec il est pas aligné à 100% avec ma vérité que je dois l'exclure. Au contraire, je dois essayer de le ramener proche de moi et par mon exemple de le convaincre. Mais c'est sûr que si le mec je lui dis non mais de toute façon toi tu fais ci, tu fais ça, vas-y je veux pas te parler, dégage. C'est le meilleur moyen pour encore une fois diviser et ne pas retrouver de front commun quoi. Voilà. Si tu veux, je réponds à ta question après. Ouais, juste après, mais juste je voulais faire une petite précision. C'est d'ailleurs la différence entre les catholiques, les chrétiens, et les juifs et les musulmans. Alors, sujet épineux, mais rapidement, les juifs et les musulmans, c'est une vision de la loi et de la peur divine. Et il y a une question de, je sais pas, ouais, t'as cassé ton ramadan, t'as fait ci, t'as fait ça. Et aujourd'hui, on peut quand même voir dans le christianisme, dans le catholicisme, l'impact de ces cultures sur finalement notre façon de pratiquer, etc. Alors que nous, on est censé essayer de faire de notre mieux par amour du Christ. Et en fait, en aimant le Christ, en aimant le Seigneur, en aimant tout ça, etc., on se rapproche du bien et on n'a plus envie de faire le mal. Mais c'est quand même une vision différente de juste la loi et la peur de l'éternel. Et d'ailleurs, s'il y en a qui veulent me répondre en commentaire et qui pensent que j'ai pas représenté bien, n'hésitez pas, il n'y a pas de souci avec ça. Mais du coup, voilà, si tu veux, tu peux répondre du coup maintenant à la question. Comment tu vas te charger de protéger ta famille? Ça revient à ce que tu dis, hein, c'est la base, la loi, la tradition, etc. Ça permet d'avoir un cadre. Et après, c'est à nous d'explorer et de faire de notre mieux, quoi. Voilà. Et écoute, en plus c'est marrant parce que j'ai sorti, bon, j'en profite, je fais un petit moment pub. J'ai un Patreon. Vas-y. Au-delà de, bon, j'ai une chaîne YouTube où je vous invite à aller voir le contenu. Si ça vous plaît, abonnez-vous. Mais j'ai aussi un Patreon, forcément, pour vivre. Essayer d'en vivre, et j'avais fait une mini-série là récemment où j'explique que tout ce que je mets en place de manière un peu barjo parce que je suis un peu des fois je suis un peu taré dans ma vie, donc soit en fait c'est divisé en 5 épisodes, qu'est-ce que je mets en place dans mon foyer pour défendre la maison, ce à quoi il faut penser, anticiper, et ça a vraiment eu énormément de succès au sein de ma communauté, donc c'est pour ça que ça me fait plaisir que tu en parles, ça me permet de placer un petit peu de pub, mais honnêtement moi on va plutôt, je vais le diviser un petit peu en étapes, sinon c'est vrai que c'est un sujet quand même très vaste, mais comment pour moi en tant que père de famille protéger sa famille, moi il y a plusieurs strates. Déjà faut on va dire la protéger moralement. La base de la base, c'est ne pas laisser le monde former tes enfants à ta place, voilà, parce que l'éducation,
attention, l'éducation, ce n'est pas remplir un vide. Et ça, encore une fois, c'est une vision de droite. Parce que je vous rappelle que le gauchiste, par son constructivisme et sa connerie, pense que l'enfant, c'est une page blanche et que c'est à nous, par la société, par l'éducation, de venir remplir cette page blanche. Non, c'est faux. L'éducation, l'enfant, c'est déjà une personne en soi. Il y a déjà une âme dans ce gosse. Et donc, l'éducation, c'est orienter cette âme vers la bonne direction, lui donner le bon mouvement, la bonne direction. Donc ça, déjà, c'est prendre en main l'éducation de ses enfants pour la transmission, etc. Ce qui est de plus en plus dur aujourd'hui parce qu'on est obligé de travailler, parce que les deux parents sont obligés de travailler, parce que y a les écrans, parce que il y a l'éducation nationale et compagnie. Ensuite, il faut protéger sa famille culturellement, donc ça c'est très important. Il faut faire le travail. Voilà, c'est pour ça que je disais il faut refuser la passivité, etc. Mais voilà, faut pouvoir être capable de donner un imaginaire, de raconter des histoires de chevaliers, je dis n'importe quoi, hein, des histoires de chevaliers, l'histoire du Christ, voilà, de bien parler, de donner une qualité orale à ses enfants, des modèles, des habitudes incarnées, parce que l'enfant n'apprend pas de manière didactique. C'est-à-dire il écoute pas ce que vous dites. C'est pas comme ça qu'il apprend, l'enfant, il regarde. Et donc si tu lui dis ne t'énerve pas, sois patient, et que toutes les 2 minutes au moindre truc il vous voit péter un câble et mettre des coups de poing dans la porte, l'enfant il sera pas patient. Voilà, vous aurez beau lui répéter, ça ne marchera pas. Donc il faut que vous fassiez déjà le travail à l'échelle individuelle, et on se ramène à ce que je disais tout à l'heure, ça commence déjà par nous. Et ensuite voilà, il faut protéger aussi affectivement sa famille, voilà, en étant présent, en étant calme, en ayant une unité du couple, parce que l'enfant sort du couple, la famille est basée sur le couple, donc ça c'est une priorité. Souvent les gens l'oublient, ça va faire partie de ma masterclass sur le sujet, mais les gens oublient, mais c'est d'abord le couple avant le reste. D'accord. Et puis après, en gros, de manière concrète, faire attention aux fréquentations, faire attention, demander voilà, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui à l'école pour pouvoir apporter un contrepoids. Voilà, il faut être investi en fait, tout simplement. Faut être investi. Et une bonne petite claque derrière la nuque si nécessaire. Non, je rigole. Exactement. Les nuquettes. Non, moi je fais faire des pompes. Voilà, les pompes c'est pas mal. Ou alors aussi. si vraiment c'est trop. Si c'est allé trop loin, c'est sac à dos ado et 48 heures de marche dans une forêt avec bivouac sans tente sous la pluie, ça calme. C'est parfait, comme ça en plus il devient solide, tu vois, et plus résilient. Exactement. Ouais, c'est nickel. Et ouais, ça me faisait penser ce que tu racontais à un truc qui revient très souvent finalement dans l'éducation, c'est cette notion de ne pas vouloir transmettre, c'est de dire oh, plus tard tu verras si tu crois ou pas, plus tard tu verras la religion, tu pourras choisir, ouais, tu pourras faire ce que tu veux, etc. Toute cette école Montessori aussi là, que je vois très souvent sur internet, c'est des gens qui sont en train d'essayer de dialoguer avec leurs enfants à l'infini, etc. Et ouais, à mon avis, il faut s'opposer à ça j'ai pas encore d'enfants, mais à mon avis c'est quelque chose contre lequel il faut absolument s'opposer, il faut essayer de transmettre et essayer de faire passer les idées par l'incarnation comme tu disais. Donc ça me paraît super pertinent tes conseils, j'ai très hâte de voir du coup ta masterclass sur le sujet, et rejoignez bien son Patreon. Ouais. J'ai très hâte de la sortir, et juste je reviens parce que c'est très important ce que tu as dit, le fait de transmettre, parce que alors petite anecdote, enfin petite nuance sur Montessori, parce que c'est vrai que aujourd'hui c'est le mot malheureusement qui est sorti, l'élément de langage pour désigner cette éducation positive, mais Montessori à la base c'est une méthode d'apprentissage développée dans le domaine des neurosciences qui est extrêmement efficace. Ça a été développé dans les banlieues de Naples par une psychologue très douée, et c'est une super méthode. Mais le problème, c'est que cette méthode-là a été prise et accaparée et accaparée par toute une idéologie de gauchistes de merde, et donc qui ont transformé le truc complètement et qui l'ont écarté, alors qu'à la base c'est juste une méthode pour apprendre à lire, à écrire, à compter, et eux ils en ont fait une espèce d'idéologie d'éducation. Donc c'est pas du tout, ça a été dénaturé, mais en soi le Montessori c'est quand même quelque chose de bien pour les enfants, si ça reste dans le cadre pour lequel ça a été créé, mais bon, comme d'habitude ils font de la merde. Et juste pour revenir sur la transmission, c'est très important, parce que quand vous faites un enfant, vous transmettez des gènes. Et si vous êtes, si vous croyez un petit peu dans la transmission, dans l'héritage, etc., vous savez, en fait,
moi, si tu veux, pendant un moment, j'ai fait une crise d'autisme sur les chiens et j'ai été éducateur canin comportementaliste, j'ai énormément étudié les chiens et notamment le développement comportemental des chiens, l'éthologie, donc la science du comportement. Il faut comprendre que un individu, enfin un être biologique, un animal, se construit comment ? C'est-à-dire qu'il a une partie d'inné, donc des gènes hérités par sa génétique, par son héritage des ancêtres et génétique, et ces gènes-là vont s'exprimer dans un environnement donné, d'accord ? Et selon les expériences qu'il va vivre, ces gènes vont réagir différemment. Et donc, il va se construire une expérience, une personnalité et des apprentissages. Et c'est ça que c'est très important parce que les gauchistes enlèvent tout de suite, enfin absolument la partie innée. Donc, ils pensent qu'il n'y a pas d'inné et que donc c'est une construction sociale. Or, vous prenez deux individus à la naissance, vous les mettez dans le même environnement, et bien même au sein de ce même environnement, ils ne vont pas interpréter les expériences de la même manière. Pourquoi ? Parce que leurs gènes, qui sont propres à eux-mêmes et propres à leurs descendants, j'allais dire, mais à leurs ancêtres, à leur lignée, va réagir de manière différente à l'expérience qui va leur être proposée. Et donc c'est tout là l'important, parce que c'est pour ça que c'est à vous, vraiment, j'insiste, de prendre en main l'éducation de vos enfants, parce que vous avez les mêmes gènes que votre enfant. Et donc vous êtes les seules personnes, et notamment la maman, vous êtes les seules personnes à comprendre exactement comment votre enfant va réagir dans telle situation parce que vous partagez les mêmes gènes que lui. Et donc vous avez ce lien vous avez le même inné, et donc vous savez comment orienter ces expériences, et parce que vous aussi vous avez fait preuve de retour sur votre propre expérience, et donc vous savez que là ça va il va le ressentir à peu près comme ça, et donc il faut que je l'oriente et que je lui dise non mais attends, apprends à faire ça comme ça. Et de laisser son enfant se construire lui-même, en fait c'est horrible, parce que du coup vous le laissez seul face à son inné, seul face au monde, alors que c'est à vous de l'orienter et de le sécuriser de la meilleure des manières. Donc voilà, vraiment, j'insiste, transmettez à vos enfants, investissez-vous et ne laissez pas d'autres personnes le faire, que ce soit l'éducation nationale, des coachs, des psys, des mes couilles et des skis là, parce que les seules personnes qui partagent le patrimoine génétique avec vos enfants, c'est vous. Je mets à part toutes les familles recomposées, adoption, etc. C'est pas le sujet. Forcément, ça c'est des cas à part, donc vous n'êtes pas concerné par le sujet. Il n'y a pas de culpabilité à avoir. C'est pas du tout ce que je dis. Même si vous êtes adoptant ou adopté, c'est pas du tout ce que je dis, mais on va dire dans un modèle un petit peu normé et traditionnel, vous êtes les seuls êtres vivants à partager l'inné de vos enfants, donc vous êtes les seuls en réelle légitimité, en réelle capacité d'orienter son âme. C'est hyper intéressant et hyper important ce que tu dis, surtout que c'est pas pour rien, c'est pas pour notre bien que finalement on interdit maintenant l'école à la maison en France. Que les enfants ont été accaparés par l'éducation nationale, que ça s'appelle d'ailleurs l'éducation nationale. C'est pas pour rien du tout, et de base finalement qui s'appelait instruction avant. Ouais, c'est ça, instruction. On est passé de l'instruction à l'éducation. Ouais. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Et finalement, cette volonté de transmettre, de bâtir, etc., ça se fait aussi sur le plan intellectuel, sur le plan des valeurs, etc. Et c'est ce qui s'est perdu petit à petit. Et c'est pour ça que notre monde est aussi déraciné, déconnecté, parce qu'on nous transmet plus finalement les sagesses passées. Et ce qui est assez marrant, c'est quand on regarde finalement les dernières personnes un peu connectées, c'est maintenant les grands-parents qui sont assez vieux, etc. Puisque même il y en a qui commencent à avoir des grands-parents qui sont des boomers 68 heures. Mais précédemment en ça, finalement, il y avait quand même eu une transmission des valeurs, des choses, etc. Et on peut toujours l'observer aujourd'hui, et on voit ce que ça a finalement changé, cette idée de ne plus transmettre directement à ses enfants, mais l'école de la République qui va tout leur apprendre. Donc c'est hyper intéressant ce que tu as raconté. J'ai très très hâte de voir ta masterclass, et n'hésitez pas à rejoindre son Patreon. J'ai aussi un Patreon où je vous partage des lectures qui me permettent à écrire mon livre, donc c'est pour approfondir un petit peu le côté intellectuel. Et le Patreon à Barge-Léon, n'hésitez pas à le rejoindre, parce que pour le coup il y a que des masterclass. Voilà, faut que je rejoigne en payant là. Il faut que j'ai une liste, tu vois, de tous les créateurs sur lesquels il faut que je me mette en payant. J'ai tout payé. Voilà, petite pause, j'ai tout payé. Donc si vous voulez vous inscrire à un créateur qui finance tous les autres, c'est ici que ça se passe, c'est sur mon Patreon. Et blague à part, ce que je vous partage sur mon Patreon, c'est des réflexions intéressantes et des auteurs. On va faire en sorte que mon Patreon, ce soit le regroupement de toutes les idées dont vous avez besoin pour gagner tous les débats, pour avoir des idées bien construites de A à Z, et pour découvrir finalement la pensée de droite un peu plus haut que finalement tout ce qu'on entend à chaque fois avec les news, etc. Donc voilà, si vous voulez vraiment forger votre esprit, rejoignez mon Patreon et vous allez voir, je serai au rendez-vous
Le dernier épisode est gratuit, vous pouvez aller écouter ça et merci à tous ceux qui m'ont déjà rejoint pour me soutenir, ça fait très plaisir. Le fait d'être indépendant pour moi ou pour Bargélion, c'est quelque chose d'essentiel et qui va nous permettre de continuer le combat. Allez, on reprend pour terminer cette interview. Est-ce que tu veux nous donner un petit mot de la fin ? Parce que je pense qu'on a fait un peu le tour finalement de la question du déclin occidental. Oui, pardon, excuse-moi, je croyais que t'allais continuer. Non, c'est bon, t'inquiète. Oui, bah on va conclure parce qu'en plus moi, du coup, faut que j'y aille après là. Ouais, pareil. Bah écoutez, je vais essayer de faire ça simple. On va pas rentrer. C'était quand même dense. Déjà, merci à toi de l'invitation. Très très intéressant, toujours un plaisir de parler avec un autre autiste, ça me fait du bien. Mais non, franchement c'est super parce que le YouTube, l'environnement aujourd'hui pousse à faire du sensationnel, de la punchline, des trucs. Donc des fois aussi ça fait du bien de venir un peu développer des idées. Ça fait plaisir d'avoir des possibilités comme ça. Donc déjà merci à toi de l'invitation, c'était vraiment très agréable, un vrai plaisir de discuter avec toi. Et ensuite pour conclure, bah, je dirais simplement, oui on est dans une époque confuse. Oui, ça se laisse aller, oui, c'est la merde, mais c'est pas une raison pour être ou devenir confus soi-même, pour abandonner. Voilà, parce que tout ce qui est fait aujourd'hui servira pour plus tard, que ce soit dans 1, 2, 3 générations. Donc faut prendre ses responsabilités et s'inscrire dans la continuité, dans le temps, plutôt que de se laisser aller. Pour moi, le vrai enjeu aujourd'hui, c'est vraiment d'essayer de retrouver, de redonner un peu une clarté, de renouer un petit peu avec les limites, et surtout, comme on disait juste avant, voilà, la transmission. Tout ce qu'on fait, voilà, encore une fois aujourd'hui, ça aura vraiment un impact demain. Et c'est pas en restant dans la plainte, dans la posture, ni dans l'indignation permanente qu'on va faire avancer les choses. Ça, c'est un comportement d'enfant, donc soyez adultes. Et voilà, donc si jamais ce genre de réflexion parle à certains, bon là on a beaucoup développé, on allait un peu plus loin dans le côté intellectuel et philosophique sans se la péter, hein. Je dis pas qu'on est des professeurs, mais voilà, moi je continue ce travail là sur ma chaîne YouTube, donc vraiment où j'essaie justement de creuser ces sujets de société, de civilisation, parfois de religion, mais toujours avec, j'essaie toujours d'y mettre un peu de bonne humeur, de moderniser un peu le truc et de le rendre plus digeste et avec de la légèreté. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne YouTube, regardez 2-3 contenus, si ça vous plaît, vous abonnez, et puis après par la suite on verra pour le Patreon, etc. Bon, après vous pouvez faire tout en même temps, c'est tout aussi bien. Voilà. Et sur ce, eh bien, on se dit à la prochaine pour un prochain épisode de HDF, donc l'histoire de France que je vous partage ici, de façon à vous montrer un petit peu l'héritage sur lequel on peut s'appuyer pour construire. Peut-être qu'on sauvera pas tout le monde, mais on pourra se sauver nous, et c'est ça le principal. C'était Romain Croisade et Bargélion. A plus. À plus.